Le verre de champagne tremblait dans la main de Camille, tandis qu'elle regardait son mari Antoine rire de quelque chose que sa maîtresse venait de lui murmurer à l'oreille. De l'autre côté de la salle de bal étincelante du Grand Hôtel de Paris, ses jumeaux de 8 ans restaient figés, près de la table des desserts, le visage décomposé pendant que Léa, la compagne d'Antoine, les montrait du doigt, en parlant assez fort pour que les invités proches l'entendent. « Ce sont vraiment tes enfants, Antoine !» La voix de Léa portait sur le marbre sa robe à sequins rouges captant la lumière des lustres de cristal. On dirait qu'ils sont habillés pour une foire paroissiale, pas pour une réception d'entreprise. C'est leur mère qui a cousu ces tenues à la maison. Camille avait passé des semaines à coudre les costumes assortis de velours vert pour Théo et Zoé. Elle avait travaillé tard le soir après ses journées à la bibliothèque, piquant soigneusement chaque couture, ajoutant des broderies à la main parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir les vêtements de créateurs que les collègues d'Antoine achetaient pour leurs enfants. Elle les trouvait magnifiques. Elle pensait que ses enfants avaient l'air de princes et de princesses dans ce riche velours vert. La lèvre inférieure de Théo tremblait. Zoé saisit la main de son frère, les yeux embués de larmes. Camille commença à s'avancer vers eux, sa vieille robe bleue, lui semblant soudain trop serrée, trop usée, trop déplacée dans cet endroit. Mais Antoine arriva le premier près des enfants. Au lieu de les défendre, au lieu de protéger sa propre chair, il rit. Il rit vraiment. Les enfants grandissent aussi vite, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent dans des vêtements chers, dit Antoine, passant un bras autour de la taille de Léa. Et puis Camille aime ses petits travaux manuels. Ça l'occupe. Les invités proches se mirent à se déplacer mal à l'aise. Certains détournèrent le regard. D'autres chuchotèrent derrière leurs mains. Camille sentit chaque regard comme un coup physique en rejoignant ses enfants et en s'agenouillant près d'eux, ignorant la façon dont le geste faisait craquer sa vieille robe aux coutures. « Venez prendre des biscuits » murmura-t-elle à Théo, et Zoé s'efforçant de garder la voix ferme. Mais avant qu'elle ne puisse se relever, Léa apparut à côté d'eux, son parfum coûteux, les envahissant. « Oh, Camille, je ne t'avais pas vu, dit Léa, bien que son sourire narquois prouvât qu'elle avait tout vu. Tu sais, si tu as besoin de conseils mode, je pourrais te recommander ma styliste. Même si avec un salaire de bibliothécaire, tu ne pourrais probablement pas te la payer. Léa, ça suffit. » Quelqu'un parla derrière eux. Camille se retourna et vit un gentleman plus âgé en costume gris coûteux qui observait la scène avec une désapprobation évidente. Ses cheveux d'argent et sa présence autoritaire suggéraient de l'importance, mais Camille ne le reconnut pas. « Oh, monsieur Lefebvre, je voulais seulement aider, roucoula Léa, changeant instantanément de ton. Vous savez comme je suis généreuse. » L'expression de monsieur Lefebvre se durcit, mais il ne dit rien de plus. Il se contenta de regarder Camille avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, avant de s'éloigner. Camille voulait disparaître. Elle voulait que le sol s'ouvre et l'engloutisse tout entière. « Venez, mes chéris, » murmura-t-elle à ses enfants, en prenant chacune de leurs mains. Mais Théo se dégagea, son petit visage tordu par la colère et la blessure. « Pourquoi papa a-t-il ri de nous ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi ne lui a-t-il pas dit d'arrêter ?» Camille n'avait pas de réponse. Elle regarda de l'autre côté de la salle Antoine, qui posait maintenant pour des photos avec Léa, la main posée, de façon possessive sur sa hanche. Il avait amené sa maîtresse à la réception d'entreprise. Il l'avait présentée à ses collègues comme sa compagne. Et quand cette même femme s'était moquée de sa femme et de ses enfants, il n'avait rien fait. Pire que rien. Il avait participé. « Je veux rentrer à la maison » chuchota Zoé, les larmes ruisselant sur ses joues rondes. « S'il te plaît, maman, je veux rentrer. » Le trajet de retour jusqu'à leur petit appartement parut interminable. Les jumeaux pleuraient silencieusement sur le siège arrière, toujours dans leur tenue de velours vert dont Camille avait été si fière quelques heures plus tôt. À présent, chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans le rétroviseur et voyait ses vêtements, elle se sentait malade. Comment sa vie en était-elle arrivée là? Antoine avait été différent d'autrefois. Ou peut-être avait-il toujours été ainsi, et elle avait été trop jeune et trop amoureuse pour le voir. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Il était charmant, ambitieux, plein de rêves pour l'avenir. Elle avait cru en lui, l'avait soutenu, avait travaillé à 2 emplois pour l'aider à lancer son entreprise pendant qu'elle était enceinte des jumeaux. Et voilà sa récompense, une humiliation publique. Un mari qui ne cherchait même plus à cacher sa liaison. Une existence si petite et si limitée qu'elle ne pouvait même pas offrir à ses enfants de vrais habits de fête sans s'endetter. L'appartement était froid à leur arrivée.
Camille monta le chauffage bien qu'elle s'inquiétât de leur facture. Elle aida les jumeaux à quitter leur tenue de velours et les bordait dans leur lit partagé dans leur minuscule chambre. Ils s'endormirent rapidement épuisés par les larmes. Camille se tint dans la salle de bain regardant son reflet. Elle avait 34 ans et semblait plus âgée, fatiguée, vaincue. Ses cheveux naturels étaient tirés en un simple chignon parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir des visites régulières chez le coiffeur. Sa robe bleue, la plus belle chose qu'elle possédait, avait une petite tache près de l'ourlet qu'elle tentait de dissimuler. Même son alliance paraissait maintenant bon marché et ternie rien à voir avec la bague de diamants améliorée qu'Antoine s'était achetée l'année précédente. Elle prit alors une décision debout dans cette salle de bain, exiguë aux peintures écaillées et au robinet qui fuyait. Elle partait. Elle ne savait pas comment ni où elle irait, ni comment elle nourrirait ses enfants, mais elle ne pouvait plus continuer. Elle ne pouvait pas laisser Théo et Zoé grandir en croyant que c'était normal, que c'était cela l'amour. Camille commença à tirer des vêtements de l'armoire, les fourrant dans des sacs poubelles, parce qu'ils ne possédaient pas de vraies valises. Les jumeaux n'avaient pas grand-chose. Leurs jouets venaient surtout de magasins d'occasion. Leurs habits, c'étaient des vêtements de récupération ou des choses que Camille cousait elle-même, mais ce serait suffisant. Ils s'en sortiraient d'une façon ou d'une autre. Son téléphone sonna presque à minuit. Camille faillit l'ignorer, mais l'écran affichait un numéro inconnu. Quelque chose la poussa à répondre. « Est-ce bien Camille Moreau ?» demanda une voix d'homme professionnel et formel. « Oui, qui est-ce ? Je m'appelle Grégoire Pellier. Je suis avocat au cabinet Pellier-Burke et Associés. Je vous appelle au sujet de votre père, Robert Moreau. » et Ada. Camille s'affaissa au bord du lit. Elle n'avait pas entendu son nom de jeune fille depuis des années et son père... Elle se souvenait à peine de lui. Il était parti lorsqu'elle avait 5 ans. Sa mère n'en parlait jamais, sauf pour dire qu'il était parti et qu'il ne reviendrait pas. Sa mère était morte quelques années plus tôt, emportant avec elle tout secret qu'elle avait sur Robert Moreau. « Je ne comprends pas, dit Camille lentement. Je n'ai pas vu mon père depuis mon enfance. Je comprends que ce soit inattendu, mademoiselle Moreau. Cependant, votre père est décédé il y a peu et il y a des questions urgentes concernant sa succession qui nécessitent votre attention immédiate. Pourriez-vous venir à notre cabinet demain matin? Je sais que c'est inhabituel, mais cela ne peut vraiment pas attendre. Je suis désolé pour votre perte, mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. Mon père m'a abandonné il y a 30 ans. » Mademoiselle Moreau, la voix de Monsieur Pellier s'adoucit légèrement. « Votre père ne vous a jamais oublié, et ce qu'il a laissé derrière lui va changer votre vie. Venez s'il vous plaît au cabinet à 9 heures. L'adresse est 15 avenue Georges First, bureau 3000. C'est important, plus important que vous ne pouvez l'imaginer. » Il raccrocha avant que Camille puisse répondre. Elle resta là, le téléphone à la main, ses sacs à moitié remplis éparpillés à ses pieds. Son père était mort. Un homme qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne se souvenait pas, pour lequel elle n'éprouvait rien. Et pourtant quelque chose dans le ton de l'avocat faisait battre son pouls plus vite. « Changez votre vie », avait-il dit. Comment un inconnu mort pourrait-il changer quoi que ce soit? Elle n'avait rien. Elle n'était rien. Juste une bibliothécaire avec 2 enfants au cœur brisé et un mariage raté. Mais le lendemain matin, elle irait à ce cabinet. Elle écouterait ce que M. Pellier avait à dire, et peut-être, juste peut-être, trouverait-elle une issue à ce cauchemar qu'était devenu sa vie. Camille regarda ses enfants endormis, le visage encore gonflé par les larmes, et fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive ensuite, elle les protégerait. Elle leur construirait une vie meilleure. Elle leur montrerait qu'ils méritaient le respect, l'amour, la dignité, même s'il fallait qu'elle le fasse seule. Camille se réveilla le cours à deux d'avoir dormi sur le canapé. Les sacs à moitié emballés étaient toujours éparpillés sur le sol du salon, rappel que la veille avait été réelle. Antoine n'était pas rentré. Son côté du lit restait intact et Camille ne ressentait que du soulagement. Les jumeaux dormaient encore. Camille se prépara un café d'une main tremblante, l'esprit rejouant sans cesse l'appel de l'avocat. « Votre père ne vous a jamais oublié. » Que voulait-il dire par là? S'il ne l'avait jamais oublié, pourquoi n'avait-il jamais pris contact? Pourquoi l'avait-il laissé grandir en croyant qu'il ne se souciait pas d'elle? Théo et Zoé sortirent en titubant de leur chambre en se frottant les yeux. Ils étaient plus silencieux que d'habitude, le souvenir de la veille pesant sur eux tous comme un nuage sombre.
Bonjour mes amours, dit Camille, en forçant de la gaieté dans sa voix. Et si on faisait des crêpes, d'humeur? Papa est rentré, demanda Zoé en regardant du coin de l'œil vers la chambre parentale. Non, mon cœur. Et j'ai besoin de vous parler tous les deux à ce sujet. Camille s'agenouilla à leur hauteur, prenant chacune de leurs mains. Nous allons rester ailleurs pendant un moment, juste nous trois. Est-ce que c'est que ça vous va? Théo hoqua immédiatement la tête, mais le visage de Zoé se décomposa. Parce que papa ne nous aime plus. Les mots frappèrent Camille comme un coup dans la poitrine. Oh chérie, non. Ce n'est pas. Papa vous aime tous les deux très fort. Les choses sont juste compliquées en ce moment entre les adultes. Mais vous deux, vous êtes tout mon monde. Et je vais prendre soin de vous, je vous le promets. Elle leur prépara des crêpes en forme de cœur avec le reste de la farine. Pendant qu'ils mangeaient, Camille appela sa voisine Madame Duval, qui gardait parfois les jumeaux quand Camille travaillait tard. « J'ai un rendez-vous important ce matin, expliqua Camille. Pourriez-vous garder Théo et Zoé quelques heures? Je vous paierai dès que je pourrai. » Oh, ma chérie, ne vous inquiétez pas pour le paiement, dit Madame Duval avec chaleur. J'ai entendu parler de la soirée. Les nouvelles vont vite dans cet immeuble. Amenez-moi ces petits quand vous voulez. Camille voulut demander ce que Madame Duval avait exactement entendu, mais elle n'en eut pas l'énergie. Les petits immeubles sont ainsi, tout le monde connaît les affaires de tout le monde. À présent, la moitié de l'immeuble savait probablement qu'Antoine avait amené sa compagne à la réception d'entreprise. Camille déposa les jumeaux chez Madame Duval qui se mit aussitôt à installer des jeux de société pour les distraire. Puis elle conduisit vers le centre de Paris dans sa vieille berline, le moteur faisant ces bruits inquiétants qu'il faisait depuis des mois. Elle ne pouvait pas se permettre de la faire réparer, ne pouvait se permettre grand-chose en vérité. Le cabinet d'avocat se trouvait dans le plus haut immeuble du quartier, tout de verre et d'acier et de richesse ostentatoire. Camille se sentit mal habillée dans son simple pull bordeaux et son pantalon noir, les seuls vêtements professionnels qu'elle possédait, qui n'étaient pas rapiécés ou tachés. La montée en ascenseur jusqu'au 30e étage lui retourna l'estomac. La réception était splendide. Sols de marbre mobilier, de cuir, œuvres d'art originales au mur. Une réceptionniste en blouse blanche impeccable lui sourit professionnellement. « Camille Moreau pour Monsieur Pellier », dit Camille, sa voix apparaissant petite dans l'espace immense. « Bien sûr, mademoiselle Moreau, il vous attend, par ici. » La réceptionniste la conduisit le long d'un couloir bordé de portes en acajou. Chacune portait une plaque de laiton, chaque nom sonnant plus important que le précédent. Elles s'arrêtèrent au bureau d'angle le plus grand, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur toute la ville. Monsieur Pellier se leva à son entrée. Il avait peut-être 60 ans, les cheveux argentés, et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture fine. Deux autres personnes se trouvaient dans la pièce, une femme plus jeune en tailleur vert et un autre homme avec une mallette. « Mademoiselle Moreau, merci d'être venue, dit Monsieur Pellier en lui serrant la main. Sa poignée était ferme mais douce. « Asseyez-vous, je vous prie. Voici ma collègue maître, Rebecca Vasseur, et voici Thomas Gauthier de Gauthier Services Financiers. » Camille s'assit dans le fauteuil de cuir en face de son bureau, les mains crispées sur ses genoux. « Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Je ne savais même pas que mon père était encore en vie jusqu'à votre appel. » « Je sais que cela doit être confus, dit Monsieur Pellier en se rasseyant. Laissez-moi commencer par le commencement. Votre père Robert Moreau était un homme très discret. Il a bâti un empire technologique considérable au fil des décennies, opérant surtout dans l'ombre à travers diverses sociétés holding. Un empire technologique, répéta Camille. Cela ne correspondait pas du tout aux vagues souvenirs qu'elle avait de son père. Mais je croyais que ma mère disait qu'il n'était qu'un homme ordinaire qui nous avait quittés. Votre père et votre mère avaient une relation compliquée, dit Rebecca Vasseur avec douceur. D'après ce que nous savons, votre mère lui a demandé de partir et de rester loin de vous. Elle voulait pour vous une vie normale, loin des pressions liées à la réussite de son entreprise. Il a honoré cette demande même si cela lui a brisé le cœur. Camille sentit la colère monter dans sa poitrine. Alors il a simplement abandonné une enfant de 5 ans, c'est censé avoir un sens. Il ne vous a pas abandonné, dit Monsieur Pellier fermement. Il ouvrit un dossier sur son bureau et en tira des photographies. Il a veillé sur vous toute votre vie, mademoiselle Moreau. Il a payé les frais médicaux de votre mère lorsqu'elle est tombée malade sans qu'elle sache jamais que c'était lui. Il a créé un fonds en fiducie pour vos études auxquelles votre mère a refusé d'accéder. Il a assisté à votre remise de diplôme de lycée depuis le fond de la salle.
à celle de l'université aussi. Il fit glisser les photographies sur le bureau. Les mains de Camille tremblaient en les prenant. Elle se voyait en toge et toque de lycée souriant avec sa mère. Et en arrière-plan flou mais visible, un homme aux mêmes yeux qu'elle regardant de loin. « Pourquoi n'a-t-il jamais pris contact ?» chuchota Camille, les larmes lui piquant les yeux. « Il a essayé il y a peu, dit Thomas Gauthier à voix basse. Il a engagé des détectives pour vous retrouver à découvert que vous étiez mariés et aviez des enfants. Il prévoyait de vous contacter pour tout expliquer pour enfin faire partie de votre vie. Mais il a eu une crise cardiaque massive. Il est mort avant de pouvoir le faire. » La pièce tourna. Camille serra les bras du fauteuil en tentant d'assimiler ces informations. Son père avait été en vie, l'avait regardée, avait voulu la connaître, et maintenant il était parti. Et elle n'aurait jamais l'occasion de lui demander pourquoi, jamais l'occasion de le connaître vraiment. « Je suis désolé de vous apprendre tout cela si brusquement, dit M. Pellier, mais il y a plus, et cela ne peut attendre. Votre père vous a tout laissé, mademoiselle Moreau, sa fortune entière. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Camille, bien qu'une partie d'elle ne voulut pas le savoir. Une partie d'elle voulait sortir de ce bureau et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. M. Pellier échangea un regard avec les deux autres avocats, puis ouvrit un autre dossier. Il en tira un document couvert de tant de chiffres que les yeux de Camille ne pouvaient pas se concentrer. La fortune nette de votre père au moment de son décès s'élevait à environ 4,7 trillions de dollars, dit M. Pellier calmement, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Vous êtes maintenant l'unique héritière de sa fortune, de ses sociétés, de ses propriétés et de tous les actifs associés. À cet instant, mademoiselle Moreau, vous êtes l'une des personnes les plus riches du monde. Ça. Camille entendit les mots, mais ils n'avaient aucun sens. Il ne pouvait pas en avoir. Trillions. Ce n'était pas un vrai nombre. C'était quelque chose tiré de films ou d'articles sur des pays entiers, pas quelque chose qui s'appliquait à une bibliothécaire vivant dans un appartement d'une chambre avec un chauffage en panne. « Je ne... » commença-t-elle avant de s'interrompre. « 4,7 quoi. »« Trillions, » répéta Rebecca Vasseur avec douceur. « Je sais que c'est écrasant. Nous gérons les affaires de votre père depuis plus de 20 ans et nous continuerons à vous aider à tout naviguer. Mais légalement, à partir d'aujourd'hui, vous possédez Harrison Technologies, Harrison Industries et 47 filiales opérant dans 63 pays. Vous possédez des biens sur 6 continents. Vous avez des portefeuilles d'investissement qui couvrent tous les grands marchés mondiaux. C'est une erreur, dit Camille en se levant brusquement. Cela doit être une erreur. Je ne suis personne. Je travaille dans une bibliothèque publique. J'ai à peine de quoi acheter les courses. Cela ne peut pas être réel. C'est parfaitement réel, dit Thomas Gauthier, en ouvrant sa mallette et en sortant d'autres documents. Voici les numéros de compte et les codes d'accès. Nous avons mis en place une situation bancaire temporaire pour vous jusqu'à ce que vous décidiez comment vous voulez tout gérer. Il y a 1 heure, nous avons transféré 100 millions de dollars sur un compte personnel pour vos besoins immédiats. La carte est juste ici. Il tendit une carte de crédit noire avec son nom embossé en lettres d'or. Camille Moreau. Elle la regarda comme si elle pouvait la mordre. « Je ne peux pas, chuchota-t-elle. Je ne sais pas comment. Je ne sais rien de la gestion d'entreprise, ni de l'argent, ni de tout cela. Vous vous trompez de personne. Vous êtes exactement la bonne personne, dit M. Pellier fermement. Votre père vous a choisi. Il croyait en vous. Et nous sommes là pour vous aider à chaque étape. Vous n'avez pas à le faire seul. Le téléphone de Camille vibra dans son sac. Elle le sortit d'une main tremblante et vit le nom d'Antoine à l'écran. Il l'appelait probablement pour crier qu'elle était partie tôt de la réception, ou pour lui dire de ne pas rentrer, ou pour lui signifier une demande de divorce. Elle regarda le téléphone, puis les avocats, puis la carte noire posée sur le bureau avec son nom. 100 millions de dollars pour les besoins immédiats. Le chiffre était si absurde qu'elle faillit rire. Elle refusa l'appel d'Antoine et releva les yeux vers M. Pellier. « Dites-moi tout, dit-elle d'une voix plus ferme. Je veux tout savoir sur mon père, sur ses affaires, sur ce qui va se passer ensuite. Dites-moi tout. » Pour la première fois depuis qu'elles étaient entrées dans ce bureau, Camille vit M. Pellier sourire. « C'est ce que votre père espérait que vous diriez. Commençons. » Des heures plus tard, la tête de Camille tournait sous le poids des informations.
Elle s'était assise à la table de conférence entourée de dossiers de documents et de papiers juridiques qui lui appartenaient tous désormais d'une manière ou d'une autre. Plus elle apprenait plus, tout semblait irréel. « Votre père a commencé de rien », expliqua M. Pellier en projetant une présentation sur le grand écran au fond de la salle. Il a grandi dans la pauvreté, a travaillé à 3 emplois pour se payer des études en faculté. Il avait un don pour anticiper les tendances technologiques avant tout le monde. L'écran montrait une chronologie de la vie de Robert Moreau. À 25 ans, il avait créé une petite société de logiciels. À 30, il l'avait vendue pour des millions. À 35, il avait investi cet argent dans des marchés technologiques émergents que tout le monde jugeait trop risqués. Ces investissements avaient rapporté de façon spectaculaire. Il n'a jamais voulu être une figure publique, ajouta Rebecca Vasseur. Alors il a créé un réseau de filiales, chacune opérant sous des noms différents. Harrison Technologies était son fleuron, mais la plupart des gens n'avaient aucune idée qu'il en était le propriétaire. Il préférait ainsi. « Pourquoi » demanda Camille. « S'il était si prospère, pourquoi se cacher ?»« Parce qu'une fortune de cette ampleur attire le danger, dit Thomas Gauthier gravement. Votre père a dû faire face à des menaces d'enlèvement, des tentatives d'extorsion des gens, se faisant passer pour des parents perdus de vue pour obtenir de l'argent. Il a appris très tôt que l'anonymat était plus sûr que la célébrité. Oh bah. Camille pensa à Antoine, à la petite vie qu'ils avaient construite ensemble, à son emploi à la bibliothèque. Son père aurait pu prendre contact à tout moment, lui donner de l'argent, lui rendre la vie plus facile. Mais il était resté à l'écart honorant une promesse faite à sa mère, une promesse que Camille commençait à ressentir. Et ma mère, demanda-t-elle, savait-elle? Pour l'argent. L'expression de M. Pellier s'adoucit. Elle savait qu'il était prospère, mais elle ne connaissait pas l'étendue réelle. Lors de leur séparation, votre père lui a proposé un règlement substantiel. Elle l'a refusé. Elle voulait y arriver seule, prouver qu'elle n'avait pas besoin de lui. Votre père a respecté cela, même si cela signifiait la voir lutter. Il a payé ses frais médicaux, ajouta Rebecca. Il les a organisés par de fausses demandes d'assurance et des programmes caritatifs pour qu'elle ne sache jamais que c'était lui. Quand elle est morte, il a fait en sorte que vous n'héritiez pas de ses dettes. Il a tout réglé en silence. Camille sentit à nouveau les larmes lui brûler les yeux. Sa mère avait été si fière, si déterminée à tout faire seule. Elles avaient vécu de chèque de paie en chèque de paye pendant toute l'enfance de Camille. Il y avait eu des soirs sans dîner, des hivers avec un chauffage insuffisant, des moments où sa mère s'était épuisée à force de travailler pour les maintenir à flot. Et tout ce temps, le père de Camille avait été là dans l'ombre, essayant d'aider sans être vu. « Je ne sais pas si je suis en colère ou reconnaissante », admit Camille en s'essuyant les yeux. « Vous pouvez être les deux, dit M. Pellier avec bonté. Votre père n'était pas parfait. Il a fait des choix qui ont blessé des gens, y compris vous. Mais il ne vous a jamais cessé d'aimer. Ceci pourrait vous aider à comprendre. » Il lui tendit un journal relié de cuir. Votre père vous écrivait chaque année le jour de votre anniversaire. Il n'a jamais envoyé les lettres, mais il les a toutes conservées. Elles sont à vous maintenant. Camille ouvrit le journal d'une main tremblante. La première entrée datait de près de 30 ans de son 5e anniversaire. L'écriture de son père était nette, précise. « Chère Camille, lut-elle à voix haute. Aujourd'hui, tu as 5 ans. Je t'ai regardé à ta fête d'anniversaire à travers la fenêtre du centre communautaire. Tu portais une robe jaune que ta mère avait faite. Tu avais l'air si heureuse. J'ai voulu entrer pour te donner la maison de poupée que j'avais construite pour toi, mais je suis resté à l'écart comme je l'avais promis. J'espère qu'un jour tu comprendras. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Joyeux anniversaire, ma petite fille. » Camille ne put lire davantage. Les mots se brouillèrent, tandis que les larmes coulaient sur son visage. Toutes ces années, tout ce temps. Il avait été là, regardant ce souciant, aimant de loin. « Prenez votre temps, dit Rebecca doucement, en faisant glisser une boîte de mouchoirs sur la table. » Après quelques minutes, Camille se recomposa et regarda les 3 avocats qui géraient la vie de son père depuis des décennies. « Que se passe-t-il maintenant? Que suis-je censé faire de tout cela ?»« Ce que vous voulez, dit simplement Thomas. Vous pouvez vendre les sociétés, les garder, engager des gens pour les diriger pendant que vous apprenez le métier. Vous pouvez vivre n'importe où dans le monde, faire tout ce que vous choisissez. L'argent vous donne la liberté, mademoiselle Moreau. Une liberté totale et complète. Ouais, liberté. » Camille retourna le mot dans son esprit.
La veille encore, elle était piégée dans un minuscule appartement avec un mari infidèle et aucune issue. Elle cousait des vêtements pour ses enfants parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de les acheter. Elle était à une dépense imprévue de la ruine financière totale. Et maintenant, selon ces gens, elle pouvait tout faire être n'importe qui. « J'ai besoin d'un endroit où rester, dit-elle soudain, aujourd'hui. Tout de suite. Quelque part de sûr, quelque part d'agréable. Quelque part où mes enfants seront à l'aise. »« Déjà arrangé, dit M. Pellier, en lui tendant une carte magnétique. La suite penthouse de l'hôtel Grand de la Seine. Elle a été préparée pour vous et vos enfants. La sécurité est en place et le personnel de l'hôtel a été briefé. Personne ne vous dérangera là-bas à moins que vous ne le souhaitiez. » Camille fixa la carte. L'hôtel Grand de la Seine était le plus bel hôtel de la ville. Antoine l'y avait emmené une fois dîner des années auparavant quand il tentait de l'impressionner. Ils avaient regardé la carte et étaient repartis parce qu'ils ne pouvaient en s'offrir rien de ce qui y figurait. « Et mon mari, demanda-t-elle puis se corrigea. Mon futur ex-mari, que dois-je faire de lui ?» Les trois avocats échangèrent des regards. « C'est votre décision, dit Rebecca avec prudence. Mais si je puis me permettre un conseil, ne lui dites rien. » Pas encore. Installez-vous, stabilisez vos enfants, comprenez votre nouvelle situation, puis décidez comment vous voulez gérer votre mariage. Il me cherchera, dit Camille, quand il réalisera que nous sommes partis. Laissez-le chercher, dit Thomas avec un léger sourire. Mademoiselle Moreau, vous disposez désormais de ressources que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Si vous voulez disparaître complètement de votre ancienne vie, nous pouvons le faire. De nouvelles identités si nécessaire, bien que je ne pense pas que vous ayez besoin d'aller aussi loin. Votre mari n'a aucun droit légal sur tout cela. Vous en avez hérité après votre mariage et nous veillerons à ce que cela reste un bien propre. Je ne veux pas qu'il en ait un, soudit Camille fermement. Pas un centime. Il a choisi une autre femme. Il a humilié nos enfants. Il n'aura rien. Compris, dit M. Pellier en prenant des notes. Nous engagerons la procédure de divorce dès que vous serez prête. Compte tenu de votre nouvelle position financière, je recommande de le traiter de façon agressive. Protéger vos actifs, établir la garde, s'assurer que tout soit en béton. Camille hocha la tête, sentant un étrange calme s'installer en elle. Pour la première fois depuis 10 ans, elle avait du pouvoir, un vrai pouvoir. Le genre qui ne peut être enlevé, diminué ou moqué. « Il y a encore une chose, dit Rebecca, en sortant un dossier. La succession de votre père comprend plusieurs propriétés dans la ville. L'une d'elles est un manoir dans le quartier de Neuilly-sur-Seine. 15 chambres, 10 salles de bain, piscine, courses de tennis, 5 hectares de terrain. Il a été entretenu mais inoccupé pendant des années. Votre père l'a acheté en espérant qu'un jour, vous et votre famille y vivriez. » Elle montra à Camille des photographies de la plus belle maison qu'elle eût jamais vue. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, avec des colonnes, des jardins et des pièces plus grandes que tout son appartement actuel. « C'est à moi, » chuchota Camille. « Tout à vous. Nous pouvons le faire préparer pour que vous y emménagiez dans la semaine si vous le souhaitez. » Camille regarda les photos, la carte de l'hôtel, la carte de crédit noir, le journal plein de lettres d'un père qu'elle n'avait jamais connu. Toute sa vie avait changé en une seule matinée. Tout ce qu'elle pensait savoir d'elle-même, de sa famille, de sa place dans le monde, tout était différent maintenant. « Je dois aller chercher mes enfants, dit-elle en se levant. Ses jambes tremblaient, mais sa voix était ferme. Ils m'attendent. Et ensuite, je dois retourner une dernière fois dans mon appartement. Je dois prendre nos affaires et partir avant qu'Antoine ne rentre. Nous pouvons envoyer des gens emballés pour vous, proposa Thomas. Vous n'avez pas du tout besoin d'y retourner. Non, dit Camille. Je dois le faire moi-même. Je dois sortir de cet endroit en sachant que je n'y reviendrai jamais. J'ai besoin de cette fermeture. Monsieur Pellier se leva et lui tendit la main. Votre père serait fier de vous, mademoiselle Moreau. La façon dont vous gérez cela, la force que vous montrez, c'est exactement la femme qu'il espérait que vous deviendriez. Camille serra sa main, puis celle de Rebecca, puis celle de Thomas. Elle rassembla les journaux, les documents, les cartes magnétiques et la carte de crédit. Toutes les preuves que sa vie n'était plus ce qu'elle avait été. « Je vous appellerai demain, dit-elle, après avoir eu le temps de réfléchir, après que mes enfants seront installés. Ensuite, nous réglerons tout le reste. Nous serons là chaque fois que vous aurez besoin de nous, lui assura M. Pellier. Jour et nuit, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. » En descendant en ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, Camille aperçut son reflet dans les parois, miroitante.
Elle avait le même air qu'à son arrivée. Même pull bordeaux, mêmes yeux fatigués, même expression incertaine. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Elle n'était plus la pauvre Camille, la femme année au mari infidèle, aux vêtements cousus à la main et à la voiture en panne. Elle était Camille Moreau, fille de Robert Moreau, héritière d'une fortune si vaste qu'elle ne pouvait encore la comprendre. Et Antoine Léa, tous ceux qui l'avaient jamais regardé de haut, ou eux, en pitié ou écartés, n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Camille sourit lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait, elle ressentit quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Les mains de Camille tremblaient tandis qu'elle reconduisait vers l'appartement de Madame Duval. La carte de crédit noir pesait dans son sac comme si elle pesait une tonne, 100 millions de dollars, pour les besoins immédiats. Elle n'arrivait toujours pas à l'intégrer. Madame Duval ouvrit la porte avec un sourire chaleureux. « Camille, ma chérie, entrez. Les jumeaux sont dans le salon en train de jouer aux cartes. » Théo et Zoé levèrent les yeux à son entrée, leur visage s'illuminant. Ils coururent vers elle, et Camille s'agenouilla pour les serrer tous les deux fort contre elle. C'étaient ses raisons pour tout. Ces deux beaux enfants qui méritaient bien mieux que ce qu'on leur avait donné. « Merci beaucoup de les avoir gardés, dit Camille à Madame Duval. Je ne peux pas vous dire à quel point je vous suis reconnaissante. À tout moment, ma chère. Tout va bien, vous avez l'air différente d'une certaine façon. » Camille hérite un son légèrement hystérique qu'elle ne put tout à fait contrôler. « Tout est très différent, Madame Duval. Très très différent. Mais je crois que ça va aller. » Elle reconduisit les jumeaux dans leur appartement, cherchant comment expliquer ce qui se passait sans les submerger. Ils avaient 8 ans. Comment dire à des enfants de 8 ans que le grand-père qu'ils n'avaient jamais rencontré leur avait laissé une fortune? L'appartement paraissait plus petit et plus miteux que jamais lorsqu'ils entrèrent. Les murs avaient besoin d'une couche de peinture. Le tapis était taché. Les meubles étaient disparates et usés. Cet endroit avait été leur foyer pendant des années, mais Camille réalisa qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé. Elle s'était simplement dit que c'était suffisant parce qu'elle ne pouvait imaginer mieux. « Mes chéris, asseyez-vous, dit-elle, en s'installant sur le canapé avec Théo d'un côté et Zoé de l'autre. Maman a besoin de vous dire quelque chose d'important. »« On a des ennuis ?» demanda Zoé avec inquiétude. « Non, mon cœur, pas du tout. Vous vous souvenez comment grand-mère Jean vous racontait des histoires sur votre grand-père Robert Lhomme, qui était le papa de maman ?» Les deux jumeaux hochèrent la tête. La mère de Camille leur avait raconté des versions édulcorées de l'histoire omettant la douleur et l'abandon, mais peignant Robert comme quelqu'un qui les avait aimés de loin. Eh bien, grand-père Robert est mort il y a peu, et il s'avère qu'il était un homme d'affaires très prospère. Il nous a laissé de l'argent pour nous aider à avoir une vie meilleure. « Combien d'argent ?» demanda Théo, son esprit de 8 ans, imaginant probablement assez pour de nouveaux jeux vidéo ou peut-être un vélo. « Beaucoup d'argent, dit Camille avec prudence. Assez pour que maman n'ait plus à travailler à la bibliothèque à moins qu'elle ne le veuille. Assez pour que nous puissions déménager dans une bien plus belle maison. Assez pour que vous puissiez aller dans une meilleure école et avoir de nouveaux vêtements et jouets, et tout ce dont vous aurez besoin. »« On est riche ?» demanda Zoé les yeux écarquillés. Camille réfléchit à la façon de répondre. « Oui, mon cœur, nous sommes riches, très riches, et cela signifie que nos vies vont changer de façon importante. Mais la chose la plus importante, celle qui ne change jamais, c'est que nous sommes une famille, nous trois. C'est cela qui compte le plus. » Théo fronça les sourcils assimilant cette information. « Et papa ?» La question que Camille redoutait. « Papa et moi allons vivre à des endroits différents maintenant. Vous le verrez encore parfois, mais les choses seront différentes avec lui aussi. »« Parce qu'il a été méchant à la réception ?» demanda Zoé doucement. « En partie à cause de cela, oui. Mais aussi parce que maman et papa ne sont plus heureux ensemble. Parfois, les adultes ont besoin de vivre séparément pour que tout le monde soit plus heureux. Est-ce que cela a un sens ?» Aucun des deux n'avait l'air content, mais ils hochèrent tous deux la tête. Camille les serra contre elle, respirant l'odeur de leurs cheveux, sentant leur petit corps pressé contre le sien. « Pour l'instant, nous allons faire quelques bagages, dit-elle. Nous allons rester dans un hôtel vraiment chic pendant un moment. Il y a une piscine et un service en chambre et tout. Est-ce que ça vous plaît ?» Leurs visages s'illuminèrent, et Camille sentit une partie de la tension se relâcher dans sa poitrine. Les enfants sont résilients. Ils s'adapteraient. Ils guériraient. Elle s'en assurerait.
Ils passèrent les 2 heures suivantes à faire les bagages. Camille avançait rapidement et efficacement, ne prenant que ce dont ils avaient besoin immédiatement. Vêtements, articles de toilette, les jouets préférés des jumeaux. Elle laissa la plupart des meubles, la vaisselle, tout ce qui avait constitué leur vie ici. Elle n'en voulait plus. Tout lui rappelait Antoine, le fait d'être petite, impuissante et piégée. Elle chargeait le dernier sac dans sa voiture lorsque la Mercedes d'Antoine pénétra dans le parking. Le cœur de Camille s'affaissa. Elle avait espéré être partie avant son retour. Antoine sortit de sa voiture, son costume chair froissé, les yeux injectés de sang. Il avait de toute évidence bu. « Où diable allez-vous » demanda-t-il en s'avançant vers elle d'un pas menaçant. « Loin d'ici, dit Camille, calmement, bien que son pouls s'emballa. Nous partons. »« Tu ne peux pas partir comme ça, c'est insensé. Tu exagères pour ce qui s'est passé hier soir. »« Exagérer, répéta Camille d'une voix froide. « Tu as amené ta maîtresse à la réception de ton entreprise. Tu l'as laissé humilier nos enfants. Tu as ri d'eux, Antoine, de tes propres enfants. » Léa plaisantait seulement. « Ne sois pas si sensible. »« J'en ai fini, dit Camille d'un ton plat. J'en ai fini avec ce mariage. J'en ai fini avec toi. Mon avocat te contactera pour le divorce. » Le visage d'Antoine rougit de colère. « Ton avocat, tu ne peux pas te payer un avocat. Tu as à peine de quoi nourrir ses enfants. Tu as besoin de moi, Camille. Sans moi, tu n'es rien. » Camille le regarda vraiment et ne ressentit rien. Ni colère, ni douleur, ni regret. Juste du vide. Cet homme avait été tout son monde autrefois, et maintenant il n'était plus qu'un obstacle à retirer de sa vie. « Je crois que tu découvriras que je peux me payer un très bon avocat, dit-elle calmement. Adieu, Antoine. » Elle monta dans sa voiture avant qu'il puisse répondre. Sur le siège arrière, Théo et Zoé regardaient leur père avec de grands yeux, tandis que Camille démarrait. Antoine criait encore quelque chose, mais Camille ne l'entendait plus par-dessus le bruit du moteur. Elle partit sans regarder en arrière. L'hôtel Grand de la Seine était tout ce dont elle se souvenait et davantage. Le voiturier prit ses clés, paraissant légèrement confus par sa berline cabossée, mais trop professionnel pour commenter. Un portier ouvrit la porte. Le hall était de marbre et d'or avec des fleurs fraîches partout et une fontaine au centre. « Bienvenue à l'hôtel Grand de la Seine, dit la femme à la réception avec un sourire parfait. Vous venez vous enregistrer. »« Oui, Camille Moreau. Je crois qu'une suite a été réservée. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement. « Bien sûr, mademoiselle Moreau. Le penthouse est prêt pour vous. Laissez-moi faire venir quelqu'un pour vos bagages. » En quelques minutes, ils se trouvaient dans un ascenseur privé, montant vers le dernier étage. Les jumeaux collèrent leur nez contre la vitre, regardant le hall rétrécir en dessous d'eux. Lorsque les portes s'ouvrirent, Camille retenait son souffle. Le penthouse n'était pas une chambre. C'était un étage entier. Salon, salle à manger, cuisine complète, 3 chambres, 3 salles de bain et une terrasse avec vue sur toute la ville. Les meubles étaient élégants, les couleurs de riche bleu et vert, et tout était propre, neuf et magnifique. « Maman, c'est vraiment à nous !» chuchota Zoé en tournoyant pour tout prendre en. « Pour l'instant, oui, dit Camille, la voix étranglée par l'émotion. Ça vous plaît ?» Les 2 jumeaux hochèrent la tête, trop submergés pour parler. Ils explorèrent chaque pièce, s'extasiant devant les immenses baignoires, les écrans de télévision, les lits aux couettes moelleuses. Camille les suivait, n'arrivant toujours pas à croire que c'était réel. Anne frappa à la porte. Camille ouvrit et trouva un homme en costume noir tenant un dossier. « Mademoiselle Moreau, je suis Charles Rousseau, responsable de la sécurité. Monsieur Pellier m'a demandé de me présenter et de vous expliquer les protocoles de sécurité pour le penthouse. » « Des protocoles de sécurité, répéta Camille. « Oui, madame. Compte tenu de votre situation, monsieur Pellier a jugé prudent d'avoir quelqu'un pour veiller à votre sécurité. J'ai une équipe qui sera postée à cet étage et dans le hall. Vous aurez un garde du corps personnel chaque fois que vous quitterez l'hôtel. Rien d'intrusif, mais nous voulons nous assurer que vous et vos enfants soyez protégés. » Camille n'avait même pas pensé à la sécurité. Mais bien sûr, si elle valait désormais des trillions de dollars, elle aurait besoin de protection. La pensée était à la fois exaltante et terrifiante. « Merci, dit-elle, j'apprécie. » Après le départ de Charles, Camille commanda le service en chambre pour le dîner. Elle ne regarda pas les prix, commanda simplement ce que les jumeaux voulaient. Des nuggets de poulet pour Théo, des pâtes pour Zoé et un steak pour elle, qui coûtait plus cher que ce qu'elle dépensait autrefois pour les courses d'une semaine. Ils mangèrent sur la terrasse tandis que le soleil se couchait sur la ville.
Les jumeaux riaient et bavardaient, se relevant déjà du traumatisme de la veille. Les enfants sont extraordinaires de cette façon. Donnez-leur de la sécurité et de l'amour et ils peuvent pardonner presque tout. Après le dîner, Camille les bordait dans l'une des chambres ensemble. Ils s'endormirent presque immédiatement épuisés par les montagnes russes émotionnelles des dernières heures. Camille se rendit dans sa propre chambre et ouvrit le journal que son père lui avait laissé. Elle passa les heures suivantes à lire ses lettres, une pour chacun de ses anniversaires. Elle retraçait toute sa vie de son point de vue. Son premier jour d'école, ses pièces de théâtre au lycée, sa remise de diplôme universitaire, son mariage avec Antoine auquel il avait assisté de loin, inquiet tout le temps qu'elle fasse une erreur. « Je vois comment il te regarde » avait écrit son père le jour de son mariage. « Il y a de l'ambition là, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'amour. J'espère me tromper. J'espère qu'il te rendra heureuse. Tu mérites tout le bonheur du monde, ma fille chérie. » Il ne s'était pas trompé. Antoine ne l'avait jamais vraiment aimée. Il avait aimé ce qu'elle pouvait faire pour lui, la façon dont elle avait soutenu ses rêves et sacrifié les siens. Mais l'amour, le vrai amour, n'avait jamais été là. Camille ferma le journal et regarda les lumières de la ville scintiller en bas. Quelque part là-bas, Antoine était probablement ivre et en colère, se plaignant à Léa de sa femme ingrate. Quelque part là-bas, son ancienne vie l'attendait petite, triste et étouffante. Mais elle n'y retournerait pas. Elle avançait. Et demain, elle commencerait à construire une nouvelle vie, une vie meilleure, celle que son père avait toujours voulu pour elle. Camille s'endormit dans un lit plus doux que des nuages, dans une chambre digne d'une reine, avec ses enfants en sécurité au bout du couloir, et un avenir plein de possibilités s'étendant devant elle. Pour la première fois depuis des années, elle dormit sans cauchemar. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec la lumière du soleil traversant les fenêtres du sol au plafond. Un instant, elle ne se souvint pas où elle était. Puis la réalité la rattrapa, et elle s'assit regardant autour d'elle la chambre luxueuse avec un émerveillement renouvelé. C'était réel. Tout cela était réel. Les jumeaux étaient déjà éveillés regardant des dessins animés dans le salon. Le service en chambre avait livré le petit déjeuner sans qu'elle l'eût même commandé. Fruits, frais, viennoiseries, œufs, bacon, jus. Une note expliquait que le petit déjeuner serait livré chaque matin, à moins qu'elle n'en décide autrement. « Bonjour mes amours » dit Camille, en embrassant le sommet de leur tête. « Vous avez bien dormi. »« Ce lit, c'est comme dormir sur un nuage » dit Théo sérieusement. « Je ne veux plus jamais dormir ailleurs. »« On peut aller nager aujourd'hui » demanda Zoé avec espoir. La dame à la réception a dit qu'il y a une piscine juste pour les gens qui restent dans le penthouse. « On verra, promis Camille. D'abord, maman a des choses à régler. » Après le petit déjeuner, elle appela le cabinet de M. Pellier. Il répondit immédiatement comme s'il avait attendu son appel. « Mademoiselle Moreau, comment vous installez-vous »« C'est écrasant, admit Camille. Mais bien, merci d'avoir tout arrangé. J'ai besoin de vous parler des prochaines étapes. » Des écoles pour les enfants, un endroit permanent où vivre tout cela. Je me suis permise de préparer quelques options. Pourriez-vous venir au cabinet cet après-midi? Je peux faire envoyer une voiture pour vous. Une voiture. Un chauffeur, mademoiselle Moreau. Vous aurez besoin de moyens de transport et votre véhicule actuel est, eh bien, il n'est pas adapté à votre nouvelle situation. Camille regarda par la fenêtre le parking où sa berline cabossée était garée parmi des Mercedes et des Tesla comme une vieille pièce rouillée. Je suppose que vous avez raison. Oui, envoyez une voiture. À 14 heures. Parfait. Et mademoiselle Moreau amenez les enfants. J'ai quelqu'un que j'aimerais qu'il rencontre. Cet après-midi-là, un SUV noir élégant s'arrêta devant l'hôtel. La chauffeuse, une femme au visage bienveillant nommée Sophie, ouvrit la portière pour eux. « Bonjour mademoiselle Moreau, je serai votre chauffeuse principale à partir de maintenant. » Les jumeaux étaient ravis de la voiture qui avait des écrans aux places arrière et des collations dans une console. Camille s'installa en arrière, regardant la ville défiler, essayant de s'habituer au fait que c'était désormais sa vie. Elle y avait un chauffeur. Elle avait de la sécurité. Elle avait plus d'argent qu'elle ne pourrait en dépenser en 100 vies. Au cabinet, M. Pellier les accueillit chaleureusement. « Théo, Zoé, c'est merveilleux de vous rencontrer. Votre grand-père parlait souvent de vous deux. »« Vraiment ?» demanda Théo surpris. « Oh oui, il était très fier de vous. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il les conduisit dans une pièce que Camille n'avait pas vue auparavant.
À l'intérieur se trouvaient des jouets, des livres, du matériel artistique et une jeune femme au sourire amical. « Voici Manon. Elle va jouer avec vous pendant que votre mère et moi parlons de choses d'adultes. Ça vous va ?» Les jumeaux regardèrent Camille, qui hocha la tête. « C'est bien, mes chéris, je serai juste au bout du couloir. » Des retours dans le bureau de M. Pellier, il étala des brochures et des documents sur la table de conférence. « J'ai recherché les meilleures écoles privées de la ville. L'Académie de l'Étoile est la meilleure sur le plan académique et a des places disponibles. Ils pourront commencer après les vacances d'hiver. » Camille regarda la brochure. Le campus était magnifique avec des installations modernes et des enfants qui avaient l'air heureux. Les frais de scolarité dépassaient ce qu'elle gagnait autrefois en une année. Cela a l'air parfait. Bien. Maintenant le logement. Le manoir de Neuilly-sur-Seine est prêt pour une visite. J'ai aussi préparé des informations sur plusieurs autres propriétés si vous préférez quelque chose de différent. Mais je pense que vous aimerez celui-ci. Votre père en a conçu certaines parties en pensant à vous. Ils passèrent 2 heures à passer en revue les détails. Compte bancaire, stratégie d'investissement, embauche de personnel pour la maison, établissement de protocole de sécurité. La tête de Camille tournait sous les informations, mais elle en assimilait autant qu'elle le pouvait. « Et Antoine, demanda-t-elle enfin, a-t-il essayé de vous contacter ?»« 3 fois ce matin, dit M. Pellier d'un ton sec. Il veut savoir où vous êtes. Je lui ai dit que nous ne le représentons pas et j'ai mis fin aux appels. Vous a-t-il contacté directement ?» 27 appels et 43 messages, dit Camille en lui montrant son téléphone. Je n'ai répondu à aucun. Bien. Continuez ainsi. Nous déposerons la demande de divorce la semaine prochaine. Je m'occupe de tout. Vous concentrez-vous sur votre installation et sur le soin de vos enfants. Et c'est Sébastien Dubois-ci, dit Vettel. Ce soir-là, ils visitèrent le manoir. Camille passa les grilles de fer et remonta la longue allée, le souffle coupé à la vue de la maison. Elle était encore plus belle en vrai que sur les photos. Pierre blanche, colonne massive, jardin qui semblait s'étendre à l'infini. Une femme les attendait devant la porte d'entrée d'âge moyen et professionnel dans un tailleur vert. « Mademoiselle Moreau, je suis Patricia Morel, la régisseuse du domaine. Bienvenue chez vous. » La visite dura 1 heure. 15 chambres chacune décorées différemment. Une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, un home cinéma, une salle de sport, une piscine intérieure et une piscine extérieure, un court de tennis, un terrain de jeu qui fit pousser des cris de joie aux jumeaux. « Votre père a fait construire le terrain de jeu il y a quelques années, expliqua Patricia. Il espérait qu'un jour ses petits-enfants s'en serviraient. Camille sentit à nouveau les larmes lui piquer les yeux. Tout cela, toute cette planification, cet espoir et ces rêves pour une fille qu'il n'avait jamais connue et des petits-enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. Le gâchis, la tragédie de tout cela paraissait écrasante. « On peut vraiment vivre ici ?» demanda Zoé, les yeux énormes. « Oui, mon cœur, c'est notre nouvelle maison. » Ils les emménagèrent 3 jours plus tard. Patricia avait engagé un personnel complet, un chef des femmes de ménage, des jardiniers, du personnel de sécurité. Camille se sentait étrange à donner des ordres aux gens, mais Patricia l'assura qu'elle s'y habituerait. « Votre père employait des centaines de personnes, dit Patricia. Il croyait en de bons salaires, c'est un traitement respectueux de chacun. C'est tout ce que ces gens attendent de vous. » Les jumeaux s'adaptèrent rapidement. Théo s'appropria une chambre au mur bleu avec vue sur le court de tennis. Zoé en choisit une peinte en verre avec un banc de fenêtre donnant sur les jardins. Camille prit la suite parentale, un espace si vaste et luxueux qu'il semblait un appartement à part entière. Lors de leur première soirée dans la maison, ils dînèrent dans la salle à manger formelle. Le chef avait préparé leurs plats préférés et ils mangèrent dans de la vaisselle de Chine avec de vrais couverts en argent. Ensuite, Camille bordait les jumeaux dans leurs nouveaux lits émerveillés de voir à quel point leurs vies avaient changé en si peu de temps. « Ma maman, c'est vraiment pour toujours ?» demanda Théo d'une voix endormie. « Ou c'est comme un rêve qui va finir ?»« C'est pour toujours, mon doux garçon. C'est notre vie maintenant. Nous sommes en sécurité, nous sommes ensemble, et plus personne ne peut nous faire de mal. » Il s'endormit avec un sourire sur le visage. Camille resta un long moment dans l'embrasure de sa porte, le regardant respirer, reconnaissante, au-delà de toute mesure pour cette seconde chance. Au cours de la semaine suivante, Camille se plongea dans l'apprentissage des affaires de son père. Elle rencontra des dirigeants de Harrison Technologies, assista à des réunions de conseil d'administration
Elle eut des rapports financiers jusqu'à ce que ses yeux se croisent. Elle engagea des tuteurs pour lui enseigner ce qu'elle ne savait pas. Gestion d'entreprise, stratégie d'investissement, droit des sociétés. Les dirigeants furent surpris par son intelligence et sa détermination. Elle ne se contentait pas de s'asseoir et de laisser les autres diriger. Elle voulait comprendre chaque aspect de l'empire qu'elle avait hérité. « Votre père serait impressionné, lui dit Thomas Gauthier après une réunion particulièrement intense. Vous avez son esprit pour les affaires. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne. » Camille commença aussi à apporter des changements. Elle augmenta les salaires de tous les employés de niveau inférieur dans ces sociétés. Elle créa des programmes de bourse et des fondations caritatives. Elle utilisa sa fortune non seulement pour son propre confort, mais pour aider ceux qui luttaient comme elle l'avait autrefois fait. Les jumeaux s'épanouirent. Ils se firent des amis dans leur nouvelle école, rejoignirent des clubs, découvrirent des talents qu'ils n'avaient jamais eu la chance d'explorer auparavant. Théo se mit au piano. Zoé commença le ballet. Ils étaient heureux, vraiment heureux, d'une façon qu'ils n'avaient jamais connue dans cet appartement exigu, avec un père qui les remarquait à peine. Antoine continua d'appeler. Camille continua de l'ignorer. Monsieur Pellier déposa les papiers de divorce, citant des différences irréconciliables et l'infidélité d'Antoine. L'avocat d'Antoine répondit par des demandes de pension alimentaire et de la moitié des biens conjugaux. « Il n'en a aucune idée, n'est-ce pas ?» demanda Camille à monsieur Pellier. « Aucune. Il pense que vous vous cachez quelque part chez de la famille vivante à crédit. Il n'a aucune idée de l'héritage. Bien, gardons-le ainsi pour l'instant. » Le soir, lorsque les jumeaux dormaient, Camille lisait davantage les journaux de son père. Elle apprenait ses luttes, ses regrets, ses espoirs. Il avait longuement écrit sur sa décision de rester loin d'elle, la remettant constamment en question, mais honorant la promesse faite à sa mère. « Je te regardais devenir une femme extraordinaire », avait-il écrit le jour de ses 30 ans, forte, bonne, compatissante. « Tu n'as rien de cela de moi. C'est toute l'influence de ta mère. Je suis fier de toi au-delà des mots, même si je n'ai aucun droit à cette fierté. Tu ne me connais pas. Tu ne me dois rien. Mais je t'aime, Camille. Je t'ai aimé chaque jour de ta vie. » Camille pleura en lisant ces mots. Elle pleura pour le père qu'elle n'avait jamais connu, pour la relation qu'il n'avait jamais eue, pour tout le temps perdu, qui ne pourrait jamais être récupéré. Mais elle se sentit aussi reconnaissante. Reconnaissante qu'il l'eût aimée, qu'il eût veillé sur elle, qu'il lui eût laissé les outils pour construire une vie meilleure. Un mois après la réception d'entreprise, Camille se tenait dans son nouveau bureau à domicile, regardant les jardins où jouaient ses enfants. Elle portait un tailleur bordeaux qui coûtait plus cher que sa vieille voiture. Ses cheveux naturels étaient magnifiquement coiffés par une professionnelle. Ses ongles étaient manucurés, sa peau lumineuse, grâce aux soins de spa sur lesquels Patricia insistait. Elle avait l'air prospère. Elle avait l'air puissante. Elle avait l'air de quelqu'un qui appartenait à ce monde de richesse et d'influence. Et pour la première fois de sa vie, Camille se sentait exactement à sa place. 3 mois après avoir hérité de la fortune de son père, Camille reconnaissait à peine son ancienne vie. Elle se tenait dans la salle de réunion de Harrison Technologies, présentant un rapport trimestriel à des dirigeants qui avaient des décennies d'expérience de plus qu'elle. Sa voix était confiante, sa présentation soignée. Elle avait travaillé des semaines à la préparer, apprenant chaque détail des opérations de la société. Nos investissements dans les énergies renouvelables dépassent les projections, dit-elle, en affichant un graphique à l'écran. Je propose d'étendre cette division et de réduire nos participations dans les combustibles fossiles de 20% supplémentaires au cours du prochain exercice. Certains des membres plus âgés du Conseil échangèrent des regards. Richard Coleman, un homme d'une 60aine d'années qui avait travaillé avec son père pendant des années, prit la parole. « C'est un calendrier ambitieux, mademoiselle Moreau. Votre père préférait une approche plus prudente. » « Mon père a bâti cet empire en prenant des risques calculés, » répliqua Camille. « Le marché évolue vers les énergies durables plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Si nous ne nous adaptons pas rapidement, nous perdrons notre avantage concurrentiel. » Elle passa à une autre diapositive montrant l'analyse de la concurrence et les tendances du marché. Elle avait appris vite au cours des mois précédents, absorbant les informations comme une éponge. Chaque soir après le coucher des jumeaux, elle étudiait des rapports d'affaires,
assistait à des séminaires virtuels, consultait des experts. « Je suis impressionné, admit Richard. Vous avez fait vos devoirs. Je soutiens la proposition. » Le reste du conseil approuva. Camille ressentit une vague de satisfaction lorsque la réunion se termina. Elle y arrivait. Elle dirigeait réellement une société multimilliard et le faisait bien. Son assistante, Manon, une jeune femme vive qu'elle avait engagée le mois précédent, l'attendait à l'extérieur de la salle de réunion. « Votre prochaine réunion est dans 30 minutes. Vous vouliez examiner les nouveaux candidats pour le poste de directeur financier. Oui, regardons-les maintenant. » Détournant dans son bureau d'angle, 3 étages au-dessus de celui qu'avait occupé son père, Camille examina des curriculum vitae. Elle avait licencié le précédent directeur financier après avoir découvert qu'il avait trafiqué les comptes pour cacher son propre détournement. La trahison avait piqué, mais elle lui avait aussi enseigné une leçon importante. La confiance se gagne, elle ne se donne pas librement. Son téléphone vibra avec un message de Patricia. La pièce de théâtre de l'école des jumeaux est à 18h. Voulez-vous que je retarde le dîner jusqu'à 19h30 ? Camille sourit. Peu importe à quel point elle était occupée, la famille passait en premier. Elle se l'était promis. Oui, s'il vous plaît. Et assurez-vous d'enregistrer la pièce. Je veux la revoir plus tard. Théo et Zoé s'étaient magnifiquement adaptés à leur nouvelle vie. Théo excellait au piano, jouant déjà à un niveau qui étonnait ses professeurs. Zoé avait rejoint le programme de ballet de l'école et parlait constamment de devenir danseuse professionnelle un jour. Ils avaient des amis des loisirs de la confiance. Plus important encore, ils avaient cessé de parler d'Antoine. La blessure de la réception s'était estompée, remplacée par la sécurité et l'amour de leur nouvelle vie. Ils comprenaient maintenant que l'absence de leur père était sa perte, pas la leur. Ce soir-là, Camille s'assit au premier rang de l'auditorium de l'école pour regarder ses enfants jouer dans la pièce de leur classe. Théo avait un rôle parlé et il débita ses répliques parfaitement. Zoé dansa sur la scène avec grâce et joie. Le cœur de Camille était si plein qu'il menaçait d'éclater. Après le spectacle, elle les emmena à leur glacier préféré, une petite boutique près du manoir qui préparait tout frais. La propriétaire, une femme nommée Béatrice, donnait toujours aux jumeaux des garnitures supplémentaires et bavardait avec Camille comme avec une vieille amie. « Vous 3 avez l'air heureux, » observa Béatrice, entendant 3 coupes glacées surmontées de crème fouettée et de cerises. « Nous le sommes, dit Camille honnêtement. Nous le sommes vraiment, vraiment. » À la maison, Camille bordait les jumeaux et se retira ensuite dans son bureau. Elle avait des papiers à examiner pour la procédure de divorce. Monsieur Pellier avait appelé plus tôt pour dire que l'avocat d'Antoine devenait plus agressif, exigeant des réunions et menaçant de faire traîner les choses au tribunal. « Qu'il essaye, avait dit Camille. J'ai de meilleurs avocats et plus de patience que lui. » La vérité était qu'Antoine n'avait toujours aucune idée de son héritage. Pour autant qu'il le sût, elle vivait sur des économies et peut-être de l'aide d'amis. Il n'avait aucune idée qu'elle possédait l'immeuble où se trouvait son bureau. Il n'avait aucune idée que 3 de ses plus gros clients avaient récemment été rachetés par des filiales de Harrison Technologies. Camille ne cherchait pas délibérément à lui nuire. Elle n'en avait pas besoin. Ses propres actions le détruisaient. La rumeur s'était répandue sur la réception sur la façon dont il avait traité sa femme et ses enfants. Plusieurs de ses collègues s'étaient éloignés de lui. Son entreprise peinait non parce que Camille la sabotait, mais parce qu'Antoine l'avait bâtie sur des relations qui s'effritaient maintenant que les gens voyaient son vrai caractère. Un coup, à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Patricia entra avec un dossier. « Ceux-ci viennent d'arriver par coursier, du cabinet de Monsieur Pellier. » Camille ouvrit le dossier et sourit. Les papiers de divorce finalisés et prêts pour sa signature. Elle avait accepté une pension alimentaire généreuse, même si elle n'en avait pas besoin parce qu'elle voulait que le divorce passe rapidement et proprement. Elle avait accepté de partager les maigres biens conjugaux, surtout la voiture d'Antoine et quelques meubles de leur ancien appartement. En échange, elle gardait son héritage complètement séparé. Antoine ne saurait jamais pour l'argent. Il n'y aurait jamais aucun droit. Il sortirait de ce mariage avec presque rien, ce qui était exactement ce qu'il méritait. Elle signa les papiers et appela M. Pellier. « Ils sont prêts. Dans combien de temps cela peut-il être définitif ? Si l'avocat d'Antoine accepte les termes, ce qu'il fera, parce que c'est plus que juste, nous pourrons faire signer un juge dans les 15 jours. Bien, je veux que ce soit terminé. » Les semaines suivantes
passèrent dans un tourbillon d'activités. Camille lança une nouvelle initiative chez Horizon Technologies pour offrir un congé parental payé et des aides à la garde d'enfants à tous les employés. Elle créa une fondation pour soutenir les mères célibataires, se souvenant des luttes de sa propre mère. Elle investit dans un programme d'accélération pour les entreprises de femmes. Les médias commencèrent à la remarquer. Des articles parurent sur la mystérieuse nouvelle PDG de Horizon Technologies, la femme, qui était apparue comme de nulle part et faisait déjà des vagues. Camille donna quelques interviews soigneusement gérées parlant de l'héritage de son père et de ses projets pour l'avenir de la société. Elle ne mentionna jamais Antoine ni sa vie précédente. C'était derrière elle maintenant un chapitre clos. Une après-midi, Camille sortait d'un déjeuner d'affaires en centre-ville lorsqu'elle aperçut un visage familier. Léa paraissant moins soignée qu'à la réception d'entreprise. Ses vêtements de créateur étaient toujours chers, mais il y avait quelque chose de défait dans sa posture. Leurs regards se croisèrent. Les yeux de Léa s'écarquillèrent de reconnaissance et de surprise. Camille se contenta de hocher poliment la tête et continua vers sa voiture où Sophie l'attendait. Elle ne devait pas à Léa une conversation ni une explication. « Tout va bien, mademoiselle Moreau ?» demanda Sophie en remarquant l'expression de Camille. « Tout est parfait » dit Camille, et c'était vrai. Ce soir-là, Camille organisa un dîner au manoir. Elle avait commencé à se constituer un cercle social rencontrant d'autres chefs d'entreprise et des leaders communautaires. Les invités comprenaient Richard Coleman du Conseil, une députée locale, le doyen de l'école de commerce de l'université et plusieurs autres personnalités influentes. Patricia s'était surpassée. La salle à manger était spectaculaire avec des fleurs fraîches et des mises en place élégantes. Le chef avait préparé un menu en 5 services. Camille portait une robe rouge saisissante et des bijoux qui avaient appartenu à la mère de son père, la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Elle circulait dans la réception avec confiance, engageant la conversation, tissant des relations, s'établissant comme quelqu'un à prendre au sérieux. La députée en particulier sembla impressionnée par le travail de fondation de Camille. « Nous avons besoin de plus de gens comme vous dans le monde des affaires, dit-elle. Des gens qui se souviennent de ce que c'est de lutter et utilisent leurs ressources pour aider les autres. » « Je n'oublierai jamais d'où je viens, dit simplement Camille. C'est cela qui guide tout ce que je fais. Et... » Après le départ des invités, Camille retira ses talons et se promena dans la maison silencieuse. Les jumeaux dormaient à l'étage. Le personnel avait tout rangé et était rentré. Elle se tint dans la bibliothèque entourée de livres et pensa au parcours qui l'avait menée là. 4 mois plus tôt, elle était brisée, humiliée, piégée dans une vie qui l'étouffait lentement. Maintenant, elle était libre, puissante, construisant quelque chose de significatif avec les ressources qu'on lui avait données. Elle prit le journal de son père et lut la dernière entrée qu'il avait écrite juste quelques semaines avant sa mort. « Camille, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Je suis désolé de n'avoir jamais pu te dire en personne à quel point je suis fier de toi. Tu es forte, capable et bonne. Tout ce que j'ai bâti, je l'ai bâti pour toi. Non pas parce que je pensais que tu avais besoin d'être sauvé, mais parce que je voulais te donner des options. Je voulais que tu aies la liberté de choisir ton propre chemin, de construire ta propre vie sans contrainte. Utiliser ce que je t'ai laissé comme tu le jugeras bon. Promets-moi seulement d'être heureuse. Promets-moi de vivre pleinement et d'aimer profondément et de ne jamais laisser personne te faire sentir petite à nouveau. Je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimée. Je t'aimerai toujours. Ton père Robert. » Camille ferma le journal, les larmes ruisselant sur son visage. « Je te le promets, papa, chuchota-t-elle à la pièce vide. Je te promets de te rendre fier. » Et tel le pensait. Antoine fixait l'avis d'expulsion dans sa main, le relisant pour la 3e fois, comme si les mots pouvaient changer. 60 jours pour quitter les lieux. Le bail de son bureau avait été résilié. Les nouveaux propriétaires de l'immeuble avaient décidé de ne renouveler aucun des contrats de locataires actuels. « C'est insensé », murmura-t-il en froissant le papier dans son poing. « Ils ne peuvent pas nous mettre dehors comme ça. » Son assistante, l'une des 3 seules employées qui lui restaient, s'éclaircit la gorge nerveusement depuis l'embrasure de la porte. « Monsieur Moreau, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. »« Pas maintenant, Julie. Je gère une crise ici. »« C'est de cela que je dois vous parler. Je donne mon préavis de 15 jours. J'ai reçu une offre d'une autre société. » La tête d'Antoine se redressa d'un coup. « Quoi, tu ne peux pas partir? J'ai besoin de toi ici, Ona. »
Je suis désolé, mais le salaire qu'il propose en est 40% supérieur à ce que vous me payez. Et franchement, monsieur Moreau, cette société sombre. Tout le monde le voit. Elle partit avant qu'il puisse discuter. Antoine s'affaissa dans son fauteuil, regardant autour de lui son bureau autrefois prospère. 6 mois plus tôt, il avait 15 employés et des clients qui faisaient la queue pour travailler avec lui. Maintenant, il avait à peine de quoi garder les lumières allumées. Cela avait commencé petit. Un client annulant un contrat, invoquant des préoccupations budgétaires. Un autre client choisissant un concurrent. Puis son plus gros compte, celui qui apportait 30% de son chiffre d'affaires, avait soudainement mis fin à leur relation sans autre explication que prendre les affaires dans une autre direction. Antoine avait tenté de se battre, de comprendre ce qui se passait. Mais chaque porte à laquelle il frappait semblait se fermer au nez. Les contacts professionnels qui lui rappelaient autrefois l'ignoraient. Les événements de réseautage auxquels il assistait le laissaient isoler les gens, inventant des excuses polies pour éviter la conversation. Et Léa. Elle n'avait tenu que 3 semaines après le début de ses ennuis d'argent avant d'annoncer qu'elle partait pour New York avec un gestionnaire de fonds spéculatifs qu'elle avait rencontré à une soirée. « Tu es un brave type, Antoine », avait-elle dit sans le regarder dans les yeux. « Mais je ne suis pas faite pour le style de vie de l'artiste en difficulté. J'ai besoin de quelqu'un d'établi. » Elle avait pris le bracelet de diamant qu'il lui avait offert et n'était jamais revenue. Antoine avait été blessé, puis en colère, puis finalement simplement engourdi. Elle ne s'était jamais souciée de lui. Elle s'était souciée de son argent, de son statut, de sa capacité à lui acheter des choses chères. Maintenant que tout cela avait disparu elle aussi. Les papiers de divorce de Camille étaient arrivés 2 semaines plus tôt. Il avait été choqué par leur caractère raisonnable. Elle ne demandait presque rien, juste la garde des jumeaux et des pensions alimentaires qui étaient en réalité inférieures à ceux à quoi il s'attendait. Elle avait même accepté de lui laisser la plupart de leurs biens conjugaux, non pas qu'il y en eût beaucoup. Son avocat lui avait conseillé de signer immédiatement. « C'est le meilleur accord que tu vas obtenir. Prends-le et passe à autre chose. » Mais l'orgueil d'Antoine avait rechigné. Comment Camille pouvait-elle simplement partir? Comment pouvait-elle aller bien sans lui? Où vivait-elle même? Il était passé devant leur ancien appartement la semaine précédente et avait trouvé quelqu'un d'autre y habitant. Il avait appelé la bibliothèque où elle travaillait et on lui avait dit qu'elle n'y travaillait plus. C'était comme si elle s'était volatilisée dans l'air. Il avait engagé un détective privé dépensant de l'argent qu'il n'avait pas pour la retrouver. Le détective était revenu avec presque rien. Elle vit quelque part dans la ville, mais je n'arrive pas à localiser un endroit précis. Elle utilise des cartes de crédit différentes que je ne peux pas retracer. C'est comme si elle ne voulait pas être trouvée. Antoine avait été furieux. Que cachait-elle? Comment une bibliothécaire pouvait-elle se cacher si complètement? Maintenant assise dans son bureau bientôt, ancien Antoine signa enfin les papiers de divorce. Quel choix avait-il? Il devait couper ses pertes, recommencer d'une façon ou d'une autre. Il appela le numéro de l'avocat de Camille, Monsieur Pellier. « Ici Antoine Moreau. Je suis prête à signer l'accord de divorce. Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?»« Bien sûr, Monsieur Moreau. Que diriez-vous de demain à 10 heures ?» Le lendemain matin, Antoine arriva au cabinet dans son meilleur costume, qui paraissait usé après des mois de port sans remplacement. L'immeuble était impressionnant, plus impressionnant qu'il ne s'en souvenait. Comment Camille avait-elle pu se payer cet avocat? La secrétaire de M. Pellier le conduisit dans une salle de conférence. « M. Pellier sera avec vous sous peu. » Antoine attendit, la jambe rebondissant nerveusement. La pièce était élégante, avec des œuvres d'art aux murs qui paraissaient originales et coûteuses. Tout dans cet endroit criait l'argent et le pouvoir. Monsieur Pellier entra, suivi d'une autre avocate. « Monsieur Moreau, merci d'être venu. Voici ma collègue Maître Vasseur. Finalisons cela, voulez-vous » Ils passèrent méthodiquement les papiers. Antoine signa, où on lui indiquait, ressentant un mélange étrange de soulagement et de ressentiment. 10 ans de mariage réduits à une pile de documents juridiques. « C'est tout, dit enfin Monsieur Pellier en rassemblant les papiers. Le juge signera dans quelques jours et votre divorce sera définitif. Avez-vous des questions? » « Oui, j'ai une question, dit Antoine, incapable de se retenir. Où est Camille? Comment peut-elle se payer vos services? Que se passe-t-il? » L'expression de M. Pellier ne changea pas. « La situation financière de ma cliente ne vous concerne pas, Monsieur Moreau. Elle a tourné la page. Je vous suggère de faire de même. » Tourner la page, elle a disparu. Elle a pris mes enfants et s'est volatilisée. N'ai-je pas le droit de savoir où ils sont?
Vous avez des droits de visite tels qu'ils sont définis dans l'accord de garde, dit maître Vasseur d'un ton glacial, que vous n'avez exercé aucune fois depuis les 4 mois que vous et mademoiselle Moreau êtes séparés. Vos enfants sont en sécurité heureuse et bien soignés. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Antoine s'éleva brusquement. C'est n'importe quoi. Vous cachez tous quelque chose. Je vais découvrir ce que c'est. Monsieur Moreau, dit monsieur Pellier, sa voix prenant une pointe plus dure. Un conseil. Laissez tomber. Avancez dans votre vie. Continuez à poursuivre mademoiselle Moreau ne vous causera que davantage de problèmes. Faites-moi confiance là-dessus. Antoine sortit en trombe du bureau prenant l'ascenseur jusqu'au hall. Dans le parking, il s'assit dans sa Mercedes, le seul actif de son mariage qui eut encore de la valeur, et tenta de se calmer. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose ne collait pas. Camille ne pouvait pas se payer des avocates comme cela. Elle ne pouvait pas simplement disparaître avec les enfants et maintenir un style de vie qui la maintenait cachée. Quelqu'un l'aidait. Mais qui? Il sortit son téléphone et rappela son détective. « J'ai besoin que vous creusiez plus profond. Je me fiche du coup. Je veux savoir où est mon ex-femme et d'où vient son argent. Monsieur Moreau, je vous ai déjà dit qu'elle a très bien couvert ses traces. Quiconque l'aide, c'est ce qu'il fait. Alors trouvez. Il doit y avoir quelque chose. Vérifiez sa famille, ses amis, n'importe qui vers qui elle aurait pu se tourner. Sa famille, c'est seulement sa mère morte il y a 3 ans. Pas de frères et sœurs, pas de proches parents que je puisse trouver. Son père les a abandonnés quand elle était enfant. Il est probablement mort ou complètement hors du tableau. » Antoine s'interrompit. « Son père, avez-vous réellement vérifié qu'il est mort? » « Non, en fait. J'ai supposé d'après la chronologie. Laissez-moi regarder ça. Bien. Faites-le. Et tenez-moi au courant de ce que vous trouvez. » Antoine conduisit sans botte pendant un moment essayant d'assembler le puzzle. Qui était Robert Moreau? Que lui était-il arrivé? Pouvait-il être lié d'une façon ou d'une autre à la soudaine disparition de Camille? Son téléphone sonna. Richard Coleman, l'un de ses anciens contacts professionnels. Antoine répondit avec empressement, espérant de bonnes nouvelles. « Richard, merci de rappeler. Je voulais te parler de ce contrat dont nous avions discuté le mois dernier. C'est pour cela que j'appelle Antoine. J'ai besoin de te dire quelque chose, et tu ne vas pas aimer. Notre société a décidé de ne plus faire affaire avec toi, définitivement. Quoi, nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Parce que tu es mauvais pour les affaires, dit Richard sans détour. Les gens parlent Antoine, la rumeur circule. Ce que tu as fait à cette réception d'entreprise, laisser ta copine humilier ta femme et tes enfants, cela a montré à tout le monde exactement quel genre d'homme tu es. C'était il y a des mois, c'était une erreur. Je me suis excusé. L'as-tu fait? T'es-tu excusé auprès de tes enfants? Les as-tu seulement vus depuis cette nuit-là? Antoine resta silencieux. La vérité était qu'il n'avait pas vraiment essayé de voir Théo et Zoé. Il se disait qu'il était trop occupé à gérer la crise de son entreprise. Mais en réalité, il ne savait simplement pas quoi leur dire. C'est ce que je pensais, dit Richard. Écoute Antoine, tu es toxique en ce moment. Tous les acteurs majeurs de ce secteur savent ce que tu as fait. Certains d'entre nous avaient des partenaires commerciaux à cette réception qui en ont été témoins. Et laisse-moi te dire, quand quelqu'un traite sa propre famille comme ça, personne ne veut risquer de faire affaire avec lui. Qui étaient ses partenaires commerciaux? Je n'ai vu personne que je connaissais là-bas. C'est parce que tu ne faisais pas attention. Tu étais trop occupé à te pavaner avec ta maîtresse. Monsieur Lefebvre était là de Sterling Investments. C'est lui qui a raconté à tout le monde ce qui s'était passé. Il a trouvé cela dégoûtant. Le sang d'Antoine se glaça. Monsieur Lefebvre, le gentleman plus âgé qui avait pris la parole lorsque Léa se moquait de Camille et des enfants. Il avait paru désapprobateur, mais Antoine l'avait classé comme un vieux ringard sans importance. « Sterling Investments », répéta Antoine lentement. « C'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement du pays. » Oui, et Monsieur Lefebvre a personnellement convaincu 6 grandes entreprises de te lâcher comme fournisseur. Tu n'as pas seulement brûlé des ponts, Antoine. Tu as incendié tout le réseau. Richard raccrocha. Antoine resta assis dans sa voiture, sentant les murs se refermer. Monsieur Lefebvre, Sterling Investments, 6 grandes entreprises. Ça n'était pas seulement de la malchance ou des fluctuations du marché. C'était ciblé, c'était intentionnel. Quelqu'un détruisait systématiquement son entreprise. Quelqu'un avait pris cette terrible soirée à la réception
et l'avait transformé en munition pour ruiner toute sa vie. Mais qui avait ce genre de pouvoir, qui se souciait assez de Camille pour lui déclarer la guerre? Log détective d'Antoine rappela cet après-midi-là. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Robert Moreau, le père de Camille. Il ne les a pas seulement abandonnés. Il est devenu extrêmement prospère. Il a bâti un empire technologique, en fait. Mais voilà la partie étrange. Il est mort il y a environ 4 mois, juste à l'époque où Camille a disparu. 4 mois plus tôt. Juste après la réception d'entreprise. Juste au moment où tout dans la vie d'Antoine avait commencé à s'effondrer. Vous dites que Camille a hérité de l'argent, de lui demanda Antoine, l'esprit emballé. Je dis que c'est possible. Mais voilà où cela devient étrange. Robert Moreau opérait à travers des dizaines de sociétés écrans. Sa fortune était répartie sur tant d'entités différentes qu'il est presque impossible de la retracer. Je ne peux pas vérifier si Camille a hérité de quoi que ce soit ni de combien. Sa succession est complètement scellée. Pouvez-vous le découvrir? Je peux essayer, mais cela prendra du temps et beaucoup plus d'argent que ce que vous m'avez déjà payé. Et botte. Antoine émittait fin à l'appel et resta en silence, les pièces s'emboîtant. Le père de Camille avait été riche, vraiment riche, et il était mort juste avant le départ de Camille. Elle aurait pu hériter de l'argent. Peut-être beaucoup d'argent. Assez pour se payer des avocats chers et des détectives privés pour couvrir ses traces. Mais même si elle avait hérité de quelque chose, cela n'expliquait pas pourquoi son entreprise était systématiquement démantelée. Cela n'expliquait pas M. Lefebvre et Sterling Investments et toutes les portes fermées. À moins que Robert Moreau n'ait pas seulement été riche. À moins qu'il ait été puissant connecter quelqu'un dont les amis et les partenaires commerciaux veilleraient sur sa fille même après sa mort. Antoine tenta de chercher des informations sur Robert Moreau en ligne, mais il ne trouva presque rien. Quelques mentions dans des articles de l'industrie technologique toujours enfouis dans les petits caractères. Aucune photo, aucune interview, aucune présence publique. L'homme avait été un fantôme et maintenant sa fille disparaissait tout aussi complètement. Le téléphone d'Antoine vibra avec une autre notification, un email de son comptable. Besoin de discuter de votre situation financière de toute urgence. Vous avez 3 mois de retard de loyer de bureau et le propriétaire menace de poursuite. Tout s'effondrait. Son entreprise, sa réputation, ses finances. Et quelque part là-bas, Camille vivait sa vie s'occupant de leurs enfants, complètement hors de sa portée. Pour la première fois depuis la réception d'entreprise, Antoine ressentit une vraie peur. Pas de l'inquiétude ni du stress, mais une peur viscérale. Il avait sous-estimé Camille. Il pensait qu'elle était faible, dépendante de quelqu'un qu'il pouvait écarter et jeter. Il s'était tellement trompé. 3 semaines plus tard, Antoine se tenait dans la file d'attente d'un supermarché comptant les billets dans son portefeuille pour s'assurer qu'il avait assez pour du lait et du pain. Il avait emménagé dans un studio de l'autre côté de la ville, vendu sa Mercedes et travaillait comme consultant indépendant pour juste assez pour couvrir les dépenses. Le fond du trou ressemblait à un sol de béton froid sans moyen de remonter. Son téléphone vibra, numéro inconnu. Antoine faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à décrocher. « Antoine Moreau ?» demanda une voix de femme. « Oui, qui est-ce » ? « Je m'appelle Catherine Millet. Je suis journaliste et je travaille sur un article sur l'éthique des affaires dans l'industrie technologique. J'aimerais vous parler de votre ancienne épouse, Camille Moreau. » Antoine faillit laisser tomber son téléphone. Quoi à son sujet ? « Je pense que nous devrions nous rencontrer en personne. Êtes-vous disponible cet après-midi » Ils se rencontrèrent dans un café 1 heure plus tard. Catherine avait la quarantaine, l'air professionnel, avec un enregistreur et un carnet devant elle. Elle alla droit au but. « J'enquête sur Harrison Technologies et sa nouvelle PDG Camille Moreau. Apparemment, elle a hérité de la société de son père il y a 4 mois. Elle fait des vagues dans l'industrie, met en place des politiques progressistes, lance des fondations caritatives. Tout le monde semble impressionné. Attendez, elle dirige Harrison Technologies, interrompit Antoine. Comme dans la Harrison Technologies, la société multimilliards. Essayez Empire Multitrillions, corrigea Catherine. Robert Moreau était l'une des personnes les plus riches du monde. Il le gardait simplement secret. Et maintenant sa fille possède tout ce qui m'amène à vous. Vous êtes son ex-mari. Vous avez été marié pendant 10 ans. Vous devez avoir des éclairages sur son caractère, son passé.
Et si c'était dédiché d'Idiasoa. L'esprit d'Antoine vacilla. Trillion. Avec un T. Camille avait hérité de trillions de dollars. Pendant qu'il grattait des pièces pour les courses, son ex-femme dirigeait un empire valant plus que la plupart des pays. « Je ne comprends pas, dit-il faiblement. » Elle n'a jamais rien dit. Son père l'a abandonnée quand elle était enfant. Elle se souvenait à peine de lui. Apparemment, il est resté à l'écart mais a suivi ses traces. Il lui a tout laissé à sa mort. Catherine se pencha en avant. Voici ce que j'essaie de comprendre. Pourquoi avez-vous divorcé? Quelle était votre relation parce que, d'après ce que j'entends, vous étiez encore mariés lorsqu'elle a hérité de tout cet argent. Pourtant, les papiers de divorce montrent qu'elle ne vous a presque rien donné. Cela suggère soit une générosité incroyable de sa part, soit autre chose entièrement. Autre chose, admit Antoine les mots amers. Nous avions des problèmes. J'ai fait des erreurs. Quel genre d'erreur? Antoine regarda l'enregistreur de Catherine, son expression expectative. Il pouvait tout lui raconter, se peindre en victime, prétendre que Camille avait changé après avoir obtenu l'argent qu'elle l'avait abandonné injustement. Il pourrait probablement s'obtenir de la sympathie, peut-être même un règlement s'il poursuivait pour une part de l'héritage. Mais en ouvrant la bouche pour parler, il se souvint de cette nuit à la réception. Le regard de Théo lorsque Léa s'était moquée de ses vêtements. Les larmes dans les yeux de Zoé. La façon dont Camille avait tenté de les protéger tandis qu'Antoine ne faisait rien. « J'ai eu une liaison, dit-il calmement. J'ai amené ma copine à une réception d'entreprise et je l'ai laissé humilier ma femme et mes enfants en public. Puis j'ai fait semblant d'être surpris quand Camille m'a quitté. Voilà l'histoire. Voilà quel genre d'homme je suis. » L'expression de Catherine changea, et Camille ne savait rien de l'héritage à ce moment-là. Elle l'a découvert juste après m'avoir quitté. Le timing n'était que coïncidence, je crois, ou peut-être le destin. Mais elle ne m'a pas quitté à cause de l'argent. Elle m'a quitté parce que je suis une terrible personne qui l'a traité, elle et nos enfants, comme des déchets. C'est remarquablement honnête, monsieur Moreau. Oui, eh bien, l'honnêteté est à peu près tout ce qu'il me reste. Antoine se leva. Avons-nous terminé ici? En fait, j'ai encore une question. Si vous pouviez parler à Camille maintenant, que diriez-vous? Antoine Way réfléchit. Que dirait-il? Désolé paraissait insuffisant. Expliquer qu'il n'avait pas compris ce qu'il avait jusqu'à l'avoir perdu semblait pathétique. Se player pour une seconde chance paraissait insultant pour tout ce qu'elle avait enduré. Je lui dirai que j'espère qu'elle est heureuse, dit-il enfin. J'espère qu'elle donne à nos enfants la vie que je n'ai pas pu. Et j'espère qu'elle ne pensera plus jamais à moi parce que je ne mérite même pas autant de son attention. Il sortit du café, laissant Catherine le regarder s'éloigner avec une expression pensive. Ce soir-là, Antoine fit quelque chose qu'il aurait dû faire des mois plus tôt. Il appela le cabinet de M. Pellier et demanda des informations pour voir ses enfants. La secrétaire le passa à Maître Vasseur. « Monsieur Moreau, je suis surprise de vous entendre. Êtes-vous enfin prêt à exercer vos droits de visite? » « Oui, je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais voir Théo et Zoé s'ils veulent bien me voir. Je transmettrai votre demande à Mademoiselle Moreau. Elle décidera si c'est dans l'intérêt supérieur des enfants. Étant donné que vous n'avez fait aucun effort pour les contacter depuis près de 5 mois, j'imagine qu'elle voudra d'abord d'en discuter avec eux. Je comprends. Dites-lui que je suis désolé. Dites-lui qu'elle avait raison sur tout. 3 jours plus tard, Antoine reçut un appel d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Lorsqu'il répondit, il entendit la voix de Camille pour la première fois depuis cette horrible nuit. « Bonjour Antoine !» Elle sonnait différente, confiante, forte, rien à voir avec la femme incertaine qu'il avait épousée. « Camille, merci d'avoir appelé. Je voulais parler de voir les enfants. J'ai parlé avec Théo et Zoé. Ils sont prêts à te rencontrer, mais seulement dans un cadre supervisé. Nous nous retrouverons au cabinet d'une conseillère familiale 1 heure. Si cela se passe bien, nous pourrons discuter de visites régulières. Merci. C'est plus que juste. Camille, j'ai besoin de dire... Je sais que tu as hérité de l'argent de ton père. Je sais que tu diriges sa société et j'ai besoin que tu saches que je ne vais pas causer de problème. Je ne vais pas essayer d'en obtenir quoi que ce soit. Je ne mérite rien de toi. » Il y eut une longue pause. « Tu as enfin compris. » Tout le monde a compris. C'est partout dans les actualités technologiques. Les gens parlent de la mystérieuse nouvelle PDG sortie de nulle part. J'aurais dû savoir que c'était toi.
J'aurais dû savoir que tu étais capable de bien plus que ce que je t'avais jamais accordé. Tu aurais dû savoir beaucoup de choses, Antoine. Tu aurais dû savoir que tes enfants méritaient le respect. Tu aurais dû savoir que ta femme méritait la loyauté. Tu aurais dû savoir que le statut et l'argent ne rendent pas quelqu'un de valeur le caractère si. Ça, tu as raison. Tu as raison surtout. J'ai été un terrible mari et un pire père. Je ne peux pas réparer cela, mais j'aimerais essayer d'être meilleur pour Théo et Zoé, pas pour moi. Une autre pause. Le rendez-vous est jeudi à 15 heures. Je t'enverrai l'adresse par message. Ne sois pas en retard. Et Antoine, si tu les blesses à nouveau, si tu les déçois ou les laisses tomber, tu n'auras pas une autre chance. C'est la dernière. Tu comprends? Je comprends. Merci Camille. Elle mit fin à l'appel. Antoine s'assit sur le canapé bosselé de son studio et pleura pour la première fois depuis l'effondrement de son entreprise. Non pas pour son argent, ni son statut, ni sa vie perdue, mais pour la famille qu'il avait détruite par son propre égoïsme et son orgueil. Le jeudi arriva. Antoine arriva 15 minutes en avance au cabinet de la conseillère portant la seule chemise décente qui lui restait. Il était nerveux, plus nerveux qu'il ne l'avait été pour aucune réunion d'affaires de sa vie. La porte s'ouvrit et Camille entra avec Théo et Zoé. Le souffle d'Antoine se coupa. Les jumeaux avaient grandi. Ils avaient un l'air en bonne santé, heureux, confiants. Ils étaient habillés de beaux vêtements, non plus les tenues cousues à la maison que Camille faisait autrefois, mais des pièces de qualité qui leur allaient correctement et paraissaient chères. Et Camille? Elle était splendide. Ses cheveux naturels étaient magnifiquement coiffés. Elle portait une robe verte qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Elle avait le port de quelqu'un habitué au pouvoir et au respect. « Salut papa » dit Théo avec hésitation. « Salut mon grand. Salut Zoé. Vous avez tous les deux l'air formidables. » Ils s'assirent avec la conseillère, une femme bienveillante, nommée Dr Robert. Elle facilita la conversation, s'assurant que chacun puisse parler et être entendu. « Comment allez-vous » demanda Antoine aux jumeaux. « Bien dit, Zoé. On habite dans une très grande maison maintenant. Je prends des cours de ballet. »« Et j'apprends le piano » ajouta Théo. « Je sais déjà jouer 5 chansons. »« C'est formidable. J'aimerais t'entendre jouer un jour si c'est possible. » Ils parlèrent pendant l'heure entière. Les jumeaux étaient d'abord sur leur garde, mais se détendirent progressivement. Ils lui parlèrent de leur nouvelle école, de leurs amis, de leurs loisirs. Ils ne mentionnèrent pas la réception, mais elle planait dans l'air comme un fantôme. À la fin de la séance, la docteure Robert suggéra des visites hebdomadaires supervisées au début. Camille accepta avec la réserve que si Antoine manquait des rendez-vous ou se présentait intoxiqué, il perdrait immédiatement ses droits. « Je ne manquerai aucun rendez-vous, promit Antoine. Et je suis sobre. Je peux passer des tests de dépistage si vous voulez. »« Je ne sera pas nécessaire, dit Camille d'un ton glacial. Sois simplement le père qu'il mérite. » En marchant vers sa voiture, après Antoine se sentit plus léger d'une certaine façon. Voir ses enfants lui avait rappelé ce qui comptait vraiment. Il avait tout perdu par ailleurs, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il sauver cette relation. Il sortit son téléphone et regarda l'article sur Camille paru ce matin-là. La PDG de Harrison Technologies annonce une initiative d'1 milliard de dollars pour soutenir les mères célibataires. La photo la montrait debout devant un pupitre paraissant puissante et déterminée. C'était qui elle avait toujours été en dessous, réalisa Antoine. Forte, capable, généreuse. Il avait simplement été trop aveugle pour le voir. Il l'avait maintenue petite parce que cela le faisait se sentir grand. Maintenant, elle montrait au monde ce dont elle était capable. Et Antoine regardait depuis la touche un conte édifiant sur un homme qui avait tout eu et l'avait jeté pour rien. Il rentra dans son studio et commença à rédiger un email à ses enfants. Rien de dramatique, juste un message simple. Je vous aime tous les deux. Je suis désolé de n'avoir pas été un meilleur père. Je vais essayer de faire mieux. Avec amour, papa. Webben n'était pas grand-chose, mais c'était honnête. Et l'honnêteté était la seule chose qu'Antoine avait encore à donner. 6 mois après la réception d'entreprise, Camille était assise dans son bureau à Harrison Technologies, examinant des candidatures pour le nouveau programme de bourse de la société. Le soleil traversait les fenêtres du sol au plafond, illuminant les photos encadrées de Théo et Zoé sur son bureau. Son assistante frappa.
Mademoiselle Moreau, Monsieur Lefebvre de Sterling Investments est là pour votre déjeuner. Camille se leva lissant son tailleur bleu. Faites-le entrer. Georges Lefebvre entra, le même gentleman distingué qui avait été témoin du désastre de la réception d'entreprise. Il était devenu l'un des conseillers les plus fidèles de Camille depuis qu'elle avait repris la société de son père. Aujourd'hui, cependant, son expression était inhabituellement grave. « Georges, content de te voir. Que y a-t-il »« J'ai besoin de te dire quelque chose, Camille. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. » Il s'installa dans le fauteuil, en face de son bureau. C'est à propos de cette réception d'entreprise à propos d'Antoine et de pourquoi tout s'est effondré si vite pour lui. Le pouls de Camille s'accéléra. Quoi à ce sujet? Je n'étais pas un invité au hasard ce soir-là. J'étais là en tant que représentant de Sterling Investments qui envisageait un partenariat majeur avec la société d'Antoine. Nous étions en négociation depuis des mois. Cette réception était censée être une rencontre informelle avant de finaliser l'accord. Je ne le savais pas. Personne ne le savait. Antoine n'avait aucune idée que j'étais là ni de ce que je représentais. Lorsque j'ai vu comment il te traitait toi et tes enfants, comment il laissait cette femme se moquer d'eux pendant qu'il riait, j'ai passé quelques coups de fil. J'ai retiré notre offre d'investissement. Mais plus que cela, j'ai contacté d'autres sociétés avec lesquelles nous travaillons et leur ai raconté ce que j'avais vu. Je voulais m'assurer que les gens sachent quel genre d'homme était vraiment Antoine Moreau. Camille se renversa une arrière assimilant cette information. Tu as détruit son entreprise. Je ne l'ai pas détruite. Il l'a détruite le moment où il a choisi la cruauté plutôt que le caractère. J'ai simplement fait en sorte que les bonnes personnes le sachent. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Georges tira une vieille photographie de sa mallette et la fit glisser sur le bureau. Elle montrait deux hommes dans la vingtaine, bras autour des épaules l'un de l'autre, riant de quelque chose hors champ. L'un était clairement Georges, l'autre paraissait familier. « C'est mon père », chuchota Camille, reconnaissant le visage plus jeune de Robert Moreau. « Ton père était mon meilleur ami. Nous avons fait nos études ensemble, bâti nos premières entreprises ensemble. Lorsque son mariage avec ta mère s'est effondré et qu'il a décidé de rester loin de toi, j'étais la seule personne en qui il se confiait. Je l'ai regardé t'aimer de loin pendant 30 ans. Je l'ai regardé se briser le cœur chaque jour. » Les larmes piquèrent les yeux de Camille. « Il ne m'a jamais rien dit. Même dans ses lettres, il ne t'a jamais mentionné. Il voulait que tu formes tes propres relations, que tu fasses tes propres connexions. Mais il m'a demandé de veiller sur toi après son départ, de m'assurer que tu sois en sécurité et soutenu pendant que tu apprenais à naviguer dans ta nouvelle vie. » L'expression de Georges se durcit. « Lorsque j'ai vu comment Antoine te traitait ce soir-là, je n'ai pas seulement vu une femme manquer de respect. J'ai vu la fille de mon meilleur ami humiliée et j'ai décidé qu'Antoine Moreau devait apprendre une leçon sur les conséquences. Tu as fait cela pour mon père. »« Je l'ai fait pour toi, corrigea Georges avec douceur. Robert m'a demandé de te protéger. C'est ce que je faisais, m'assurant que l'homme qui t'avait blessé affronte les conséquences appropriées de ses actes. » Camille se leva et marcha jusqu'à la fenêtre regardant la ville. Antoine pense que son entreprise a échoué à cause de la malchance et des forces du marché. Il n'en a aucune idée. Il le sait maintenant. J'ai fait en sorte que la rumeur circule sur les raisons pour lesquelles nous avons retiré notre investissement, pourquoi d'autres sociétés ont suivi. La communauté des affaires comprend exactement ce qui s'est passé. La réputation d'Antoine est ruinée, non pas parce que j'ai répandu des mensonges, mais parce que j'ai dit la vérité sur son caractère. Et la réception elle-même, tu étais là à cause de mon père. Pas directement. Le partenariat avec la société d'Antoine était une affaire légitime. Mais après le décès de ton père et que j'ai appris que tu étais la femme d'Antoine, j'ai fait en sorte d'assister personnellement à cette réception. Je voulais voir quel genre d'homme avait épousé la fille de Robert Moreau. La mâchoire de Georges se serra. Ce que j'ai vu m'a dégoûté. Il y avait d'autres personnes ce soir-là, dit Camille lentement. D'autres partenaires commerciaux que tu as mentionnés. Ils savaient tous qui j'étais. Pas à la réception, mais je me suis assuré qu'ils l'apprennent ensuite. J'ai envoyé un mémo à toutes les grandes sociétés d'investissement et partenaires corporatifs de notre réseau. J'ai expliqué qu'Antoine Moreau avait publiquement humilié sa femme et ses enfants, qu'il avait amené sa maîtresse à un événement professionnel qu'il avait montré un manque total de jugement et de caractère. En une semaine, Antoine était radioactif. Personne ne voulait être associé à lui. Camille se retourna vers Georges. « Tu aurais pu me le dire il y a des mois. Je voulais que tu trouves d'abord ta force. Je voulais que tu construises ta confiance, que tu apprennes, le métier que tu t'établisses.
Si je t'avais dit tout de suite que quelqu'un d'autre avait combattu tes batailles pour toi, cela aurait pu saper cette croissance. Tu avais besoin de croire en ton propre pouvoir. Et maintenant tu prospères. Tu es une PDG brillante, une mère dévouée, et une force avec laquelle il faut compter dans cette industrie. Tu n'as plus besoin de ma protection, mais tu as mon amitié et ma loyauté, exactement comme ton père. Camille se rassit, se sentant submergé. Je ne sais pas si je dois te remercier ou être en colère que tu sois intervenu dans ma vie sans me le dire. Sois ce que tu as besoin d'être, je peux le supporter. Georges sourit légèrement. Ton père disait toujours que tu avais un esprit féroce. Je suis content de voir qu'il avait raison. Ils passèrent l'heure suivante à parler de Robert Moreau, de l'amitié qu'il avait partagée avec Georges, de l'empire commercial qu'il avait bâti et des projets qu'il avait faits pour l'avenir de Camille. Georges partagea des histoires que Camille n'avait jamais entendues, comblant des pièces de la vie de son père que les journaux n'avaient pas couvertes. Il prévoyait de te contacter une semaine avant sa crise cardiaque, dit Georges. Il avait enfin trouvé le courage de briser sa promesse à ta mère. Il a dit que 30 ans c'était assez. Il voulait te connaître, rencontrer ses petits-enfants, faire partie de ta vie. J'aurais voulu qu'il le fasse, dit Camille doucement. J'aurais voulu avoir cette chance. Il connaissait les risques. Il savait que tu pourrais le rejeter, être en colère pour l'abandon, mais il était prêt à y faire face. Il a simplement manqué de temps. Après le départ de Georges, Camille resta seul dans son bureau, fixant la photographie de son père et de son meilleur ami. Deux jeunes hommes, avec toute leur vie devant eux, bâtissant des rêves qui deviendraient un jour l'une des plus grandes fortunes du monde. Son père l'avait aimé. Il l'avait protégée même dans la mort, s'assurant que son meilleur ami veille sur elle. Et lorsqu'Antoine l'avait blessée, cette protection s'était manifestée dans l'effondrement de l'entreprise d'Antoine. Une partie de Camille se sentait justifiée. Antoine avait affronté de réelles conséquences pour ses actes. Il avait tout perdu, tout comme elle avait autrefois pensé n'avoir rien. L'univers avait équilibré les balances. Mais une autre partie d'elle se sentait triste. Non pas pour Antoine, mais pour le gâchis de tout cela. Les années qu'elle avait passées avec un homme qui ne la valorisait pas. Le temps que son père avait passé à l'aimer de loin. Les relations qui auraient pu être mais ne l'avaient jamais été. Ce soir-là, Camille raconta aux jumeaux l'histoire de Georges et de l'amitié de leur grand-père. Ils écoutèrent les yeux écarquillés, posant des questions sur le grand-père qu'ils n'avaient jamais connu. « Il a l'air gentil, dit Zoé. J'aurais voulu qu'on le rencontre. Moi aussi mon cœur. Mais il vous aimait tous les deux très fort. Il a fait construire ce terrain de jeu dans notre jardin en pensant à vous. Il nous a laissé cette vie en pensant à ce qui vous rendrait heureux. Tu crois qu'il serait fier de nous ? Demanda Théo. Camille les serra tous les deux contre elle. Je crois qu'il serait fier de votre gentillesse, de votre intelligence, de la façon dont vous traitez les gens, avec respect. C'est cela qui comptait vraiment pour lui. Pas l'argent ni le succès, mais le caractère. Pleutarde seule dans sa chambre, Camille rouvrit le journal de son père à la dernière entrée. Elle l'avait lu des dizaines de fois, mais ce soir, les mots résonnaient différemment. Promets-moi d'être heureuse. Promets-moi de vivre pleinement et d'aimer profondément et de ne jamais laisser personne te faire sentir petite à nouveau. Elle l'avait fait. Elle avait bâti une vie remplie de buts et de sens. Elle avait protégé ses enfants et leur avait donné des opportunités. Elle avait utilisé ses ressources pour aider d'autres qui luttaient comme elle l'avait autrefois fait. Mais la partie sur aimer profondément, elle ne l'avait pas encore fait. Elle avait été tellement concentrée sur la survie, sur la construction de sa nouvelle vie, sur être forte pour ses enfants, qu'elle n'avait laissé personne s'approcher. Elle avait bâti des murs pour se protéger, et ces murs devenaient de plus en plus difficiles à franchir. Peut-être était-il temps d'essayer. Peut-être pouvait-elle tout avoir. La carrière, la famille, et oui, quelqu'un avec qui le partager. Quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment et l'aimait malgré tout. Camille prit une décision. Elle s'ouvrirait aux possibilités. Elle cesserait de se cacher derrière sa blessure et sa colère. Elle vivrait pleinement juste comme son père le lui avait demandé. La vengeance qu'elle avait voulue lui était complète. Antoine avait affronté les conséquences. Sa vie était meilleure qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Maintenant, il était temps d'avancer complètement, d'embrasser non seulement le succès, mais le bonheur. Un vrai, authentique, durable bonheur. 8 mois après la réception d'entreprise qui avait tout changé,
Camille se tenait sur la terrasse de son manoir, regardant le soleil se coucher sur les jardins. Théo et Zoé jouaient sur les balançoires leur rire, portant à travers la pelouse soignée. Une fête de jardin battait son plein célébrant le lancement de la Fondation Moreau pour les mères célibataires, le plus grand projet caritatif de Camille à ce jour. « Belle soirée », dit une voix à côté d'elle. Camille se retourna pour voir Jérôme Collin, l'architecte, qui avait conçu le nouveau siège de la Fondation. Ils s'étaient rencontrés 3 mois plus tôt pendant la phase de planification et leur relation professionnelle avait lentement évolué vers quelque chose de plus personnel. Jérôme était grand avec des yeux bruns chaleureux et un sourire facile. Il avait grandi dans un milieu ouvrier, s'était payé ses études d'architecture et avait bâti un cabinet prospère grâce à son talent et sa détermination. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, il n'avait aucune idée de la fortune de Camille. Il avait été impressionné par ses idées, sa passion pour aider les autres, son intelligence. Découvrir qu'elle était milliardaire plusieurs rendez-vous plus tard l'avait choqué, mais cela n'avait pas changé la façon dont il la traitait. Il ouvrait encore les portes, insistait encore pour payer leur café, la regardait encore comme si elle était la personne la plus intéressante de la pièce. Elle l'est vraiment, acquiesça Camille en lui souriant. « Merci d'être là. Je n'aurais manqué cela pour rien. Cette fondation va changer des vies, Camille. Ton père serait si fier. » Ils avaient beaucoup parlé de son père, de l'héritage du parcours qu'il avait mené à ce point. Jérôme avait écouté sans jugement, offrant soutien et compréhension. Mademoiselle Moreau s'approcha Patricia avec sa tablette. « Les traiteurs ont besoin de savoir quand vous souhaitez faire le discours. Dans une vingtaine de minutes, laissez d'abord tout le monde manger. » Tandis que Patricia s'éloignait, Jérôme étudia l'expression de Camille. Nerveuse. Un peu. Parler en public me rend toujours anxieuse. Tu seras formidable. Tu l'es toujours. Il hésita puis ajouta. J'ai quelque chose à te demander. Après de la fête, voudrais-tu aller dîner juste nous deux, quelque part de calme? Le cœur de Camille manqua un battement. Elle et Jérôme tournaient autour de leurs sentiments depuis des semaines, allant à des rendez-vous informels, passant du temps ensemble, avec les jumeaux construisant quelque chose de lent et de réel. Mais aucun n'avait défini ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. « J'aimerais cela », dit-elle doucement. La fête continua autour d'eux. Des partenaires commerciaux se mêlaient à des leaders communautaires. Le personnel de Harrison Technologies bavardait avec des politiciens locaux. Le maire fit un court discours louant l'engagement de Camille à aider les familles dans le besoin. Lorsqu'il fut temps pour son propre discours, Camille se tint au micro, regardant la foule rassemblée. C'étaient des gens qui la respectaient, la valorisaient, la voyaient comme quelqu'un digne d'être écouté. 1 an plus tôt, elle n'aurait pu imaginer se tenir là ainsi. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle d'une voix ferme. « Il y a 1 an, j'étais une personne différente, vivant une vie différente. Je pensais savoir ce que je voulais, ce que je méritais. Je pensais que mes circonstances définissaient de ma valeur. Je me trompais sur beaucoup de choses. » Elle s'interrompit, repérant Théo et Zoé dans la foule. Ils lui firent signe de la main, des sourires fiers sur le visage. « Mon père Robert Moreau a passé 30 ans à bâtir un empire. Mais le vrai héritage qu'il a laissé n'était pas de l'argent, ni des sociétés, ni des actifs. C'était la conviction que chacun mérite la dignité, l'opportunité et l'espoir. Il croyait que nous avons la responsabilité d'aider ceux qui luttent, non pas parce que cela nous fait paraître bien, mais parce que c'est la bonne chose à faire. La Fondation Moreau pour les mères célibataires existe parce que j'ai moi-même été une mère en difficulté. Je sais ce que c'est de compter les centimes pour les courses, de coudre des vêtements à la main, parce qu'on ne peut pas se permettre de les acheter, de rester réveillé la nuit en se demandant comment on gardera un toit sur la tête de ses enfants. Je sais ce que cela fait d'être invisible, écarté, traité comme inférieur par des gens qui devraient vous aimer et vous protéger. » La foule était silencieuse, écoutant attentivement. Camille vit Georges Lefebvre près de l'avant, hochant la tête d'encouragement. Cette fondation fournira une aide financière, une formation professionnelle, un soutien à la garde d'enfants et une aide au logement aux mères célibataires qui travaillent dur mais ont besoin d'un coup de main. Nous offrirons des services de conseil, une aide juridique et des programmes éducatifs. Nous créerons une communauté où les femmes se soutiennent les unes les autres au lieu de se juger, où les enfants ont les ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir, quelle que soit la structure de leur famille. Je ne peux pas changer le passé.
Je ne peux pas rendre les années que j'ai passées à lutter ni aider ma mère qui s'est épuisée à force de travailler pour m'élever. Mais je peux m'assurer que d'autres femmes et enfants ne fassent pas face à ces mêmes luttes seules. C'est ce que mon père voulait. C'est ce que cette fondation fera. Ok. Elle termina sous des applaudissements enthousiastes. Les gens vinrent ensuite la féliciter, partager leurs propres histoires, la remercier d'avoir créé quelque chose de significatif. Camille parla avec chacun, tissa des liens, bâtit des relations. Lorsque le soleil fut complètement couché et que la fête s'acheva, Camille se retrouva seule dans la bibliothèque avec Jérôme. Il apporta 2 verres de vin et regardait les étagères avec une appréciation évidente. « C'est une pièce incroyable, dit-il. Ce sont toutes des premières éditions, n'est-ce pas ? La plupart. Mon père était collectionneur. J'en ai ajouté quelques-unes de mon cru. » Jérôme se tourna vers elle, son expression sérieuse. « J'ai besoin d'être honnête avec toi sur quelque chose. Lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, je n'avais aucune idée de qui tu étais. J'ai simplement vu cette femme brillante, passionnée, avec des idées pour créer quelque chose de beau et de fonctionnel. Puis j'ai découvert pour l'argent, pour ton père, pour tout ce que tu as traversé. Et pendant environ 5 secondes, je me suis demandé si j'étais hors de ma ligue. Et après 5 secondes, demanda Camille, le cœur battant. Après 5 secondes, j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance. L'argent, le statut, l'empire, ce n'est pas qui tu es. Tu es une femme qui prépare le déjeuner de ses enfants chaque matin, même si elle a un chef. Tu es quelqu'un qui connaît le nom de chaque membre du personnel et demande de leur famille. Tu es quelqu'un qui a transformé la douleur en but et utilisé ses ressources pour aider les autres au lieu de seulement s'aider soi-même. Il s'approcha. « Je tombe amoureux de toi, Camille. Pas de ton argent, ni de ta position, mais de toi. La vraie toi. Et je voulais que tu le saches avant que les choses n'aillent plus loin. » Camille sentit des larmes lui piquer les yeux, mais c'étaient des larmes de bonheur. « Je tombe amoureuse de toi aussi. Tu me vois, Jérôme. Pas la PDG ni l'héritière, mais moi. La femme qui est encore nerveuse avant les réunions, qui chante faux sous la douche, qui pleure pendant les films pour enfants. C'est cela que je cherchais. Quelqu'un qui me voit tout entière et reste quand même. » Jérôme l'embrassa alors doux et tendre. Lorsqu'ils se séparèrent, Camille souriait plus largement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « Les jumeaux t'aiment vraiment, dit-elle. Théo m'a dit hier que tu es cool. De la part d'un enfant de 8 ans, c'est un grand compliment. Je les aime vraiment aussi. Ce sont des enfants extraordinaires, Camille. Tu as fait un travail formidable pour les élever. Ils sont résilients. Ils ont traversé beaucoup de choses, mais ils en sont sortis plus forts. » Elle s'interrompit puis ajouta « Antoine les voit régulièrement. Des visites supervisées au début, mais la thérapeute dit qu'il pourra bientôt passer à des visites non supervisées. Il essaye d'être meilleur. Comment te sens-tu par rapport à cela ? Je suis contente qu'il fasse un effort. Les enfants ont besoin d'un père même imparfait, mais je ne ressens plus rien pour lui. Ni colère ni ressentiment, rien. C'est juste quelqu'un que je connaissais autrefois et qui apprend à devenir une meilleure personne. J'espère qu'il réussira pour le bien de Théo et Zoé. » Ils parlèrent encore 1 heure, faisant des projets pour l'avenir, partageant rêves et espoirs. Jérôme voulait étendre son cabinet pour se concentrer sur une architecture durable qui aidait les communautés. Camille voulait étendre la fondation à l'échelle mondiale pour aider les familles dans les pays en développement. Ils parlèrent de voyager ensemble, de présenter Jérôme plus formellement aux jumeaux, de construire quelque chose de réel et de durable. Plus tard, après le départ de Jérôme et le coucher des jumeaux, Camille s'assit dans la bibliothèque de son père relisant ses journaux une dernière fois. Elle les avait lus de bout en bout au moins 12 de fois, mais ils lui apportaient encore du réconfort. « Je l'ai fait, papa, chuchota-t-elle à la pièce vide. J'ai bâti la vie que tu voulais pour moi. Je suis heureuse. Les enfants sont heureux. Nous sommes en sécurité, aimés et épanouis. J'espère que, où que tu sois, tu peux le voir. J'espère que tu sais que ce n'était pas pour rien. » Elle ferma le journal et regarda autour d'elle la belle bibliothèque, la vie qu'elle avait bâtie sur les cendres de l'ancienne. Elle avait voulu se venger autrefois, voulu faire payer Antoine pour l'avoir blessé elle et leurs enfants. Mais elle avait appris que bien vivre était vraiment la meilleure réponse. La punition d'Antoine était venue de ses propres actes, non de quoi que ce soit qu'elle eût fait. Elle s'était concentrée sur la construction plutôt que sur la destruction, sur la guérison plutôt que sur la blessure.
Et dans le processus, elle était devenue la femme que son père avait toujours cru qu'elle pouvait être. Un coup à la porte de la bibliothèque, la fille relevait les yeux. Théo se tenait là en pyjama tenant un livre. « Maman, tu peux me lire une histoire, je n'arrive pas à dormir. »« Bien sûr, mon cœur, viens ici. » Théo grimpa sur le canapé à côté d'elle, se blottissant contre elle. Camille lui ouvrit le livre et commença à lire sa voix douce et apaisante. C'était tout. Cet instant, cet enfant, cette vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Tout l'argent du monde ne pouvait acheter ce qui comptait vraiment. L'amour, la sécurité, la famille, la paix. Zoé apparut dans l'embrasure quelques minutes plus tard, ne voulant pas être en reste. Elle se pelotonna de l'autre côté de Camille, et celle-ci s'ajusta pour les tenir tous les deux continuant l'histoire. Ils s'endormirent ainsi les trois ensemble sur le canapé de la bibliothèque entourés de livres de possibilités et d'amour. Lorsque Patricia les trouva une heure plus tard, elle se contenta de jeter une couverture sur eux et d'éteindre la lumière laissant la famille dormir en paix. Dehors, les étoiles brillaient sur le manoir, les jardins et la ville au-delà. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouveaux moments pour bâtir sur tout ce que Camille avait créé. Mais ce soir, cela suffisait. C'était tout. C'était la maison. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire pour partager ce qu'elle vous a fait ressentir. Dites-nous qui dans votre quotidien mérite enfin d'être regardé avec respect. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des récits qui éveillent l'âme et rappellent ce qui compte vraiment, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre soutien permet à ces messages de voyager plus loin et de toucher encore plus de cœurs. Ensemble, apprenons à voir vraiment.